Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir le co-fondateur et administrateur du What the Fun, la plateforme montante du stand-up belge et la boîte de production. Je reçois Rudy Lejeune. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. J'ai ma voix rauque du matin et de sortie de sinusite, mais ça va. Avec déjà une bonne voix rauque de départ. Oui, voilà. Magnifique. 2 paquets de clopes en plus que d'habitude, dirons-nous. Alors avant de commencer, pour les auditeurs du podcast, je pense qu'il est important d'expliquer ce qu'est le What the Fun. Parce que sinon on va parler que de ça pendant tout l'épisode, ils vont se dire mais c'est quoi au final le What the Fun? Donc cette plateforme que tu as créée il y a 7 ans avec ton acolyte Raphaël Schröder, je te laisse l'honneur d'expliquer ce qu'est le What the Fun. Ce qu'est un Raphaël Schröder, oui, ça c'est quelque chose de très complexe. Le What the Fun, c'est une plateforme de mise en avant du stand-up en Belgique. Notre objectif, c'est de mettre en avant simplement la culture du stand-up, les artistes du stand-up et tous les projets qui s'y rapportent à travers Bruxelles et la Wallonie, la Belgique francophone. Ça a commencé il y a 7 ans, comme tu le disais, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de stand-up en Belgique. En gros, il y avait le Kings of Comedy Club qui faisait ça très bien, mais qui était un peu un marché de niche, que seuls les connaisseurs allaient voir, que seuls les gens qui allaient chercher tel artiste allaient au Kings of Comedy Club. Mais il n'y avait pas encore à ce moment-là tout ce marché des scènes itinérantes et de tous les viens, on va dans tel bar, on va dans tel café, on va dans telle cave et on va découvrir des artistes qu'on connaît pas. Il n'y avait pas en fait la place et l'opportunité pour toute une série d'artistes sans aucun CV de s'essayer de monter sur scène et de se faire connaître. Et en fait, quand Raph et moi on a commencé, on était très intéressés par le stand-up. Raph avait essayé à Paris lors d'un stage et il est revenu en Belgique. On s'est dit tiens c'est super, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça ici? Et on a vu que le Kings of Comedy Club faisait le Next Prince of Comedy Club, que tu as déjà expliqué plusieurs fois. Et du coup on s'est inscrit, on a participé, ça nous a bien plu, on est monté ci et là. Et à la sortie, quand on s'est fait éliminer, on a demandé quand est-ce qu'on pouvait revenir à la prochaine scène ouverte, à la prochaine occasion pour des jeunes. Et en fait il y en avait pas, il y en avait plus. Faut savoir que le Kings of Comedy Club avait encore plus à l'avant, qui à 7 ans faisait des scènes ouvertes qui n'intéressaient personne. Il y avait personne qui venait voir des artistes inconnus au Kings of Comedy Club. Et du coup, ils avaient simplement arrêté parce que c'est un bar qui a besoin d'une clientèle pour tourner. Ça sert à rien de faire des soirées où il y a personne qui vient consommer. Et du coup, nous, on s'est retrouvés à comprendre que si on voulait revenir au Kings, c'était dans 6 mois. Et ça nous plaisait pas beaucoup. Et du coup, on s'est pris un délire. On a été chercher dans plein de bars à Bruxelles un endroit où on pouvait simplement avoir un micro, un baffle, et on pouvait simplement raconter des blagues. Alors, l'histoire est un peu plus longue que ça, mais au fur et à mesure, le What the Fun s'est placé en fait comme cette opportunité un peu qui sortait de nulle part, où les gens venaient parce que leur pote leur avait dit que c'était drôle, venaient voir on ne savait pas qui sur scène, dans un bar qu'ils avaient peut-être jamais fréquenté avant, où il y avait 50 places et où il y avait 80 personnes qui rentraient, le Floréo, coucou. Et peu à peu, c'est devenu cette plateforme en fait qui permettait à toute une série de jeunes humoristes qui voulaient s'essayer, qui voulaient travailler, mais aussi à toute une série d'humoristes un peu plus professionnels qui voulaient évoluer, travailler leurs textes, de venir simplement s'exercer. Le What the Fun, c'est ça, c'est cette création d'opportunités. Et après ces petites scènes qui sont devenues de plus en plus de petites scènes, aujourd'hui on est à 20 à 25 événements par mois. Il y a eu toutes les autres productions audiovisuelles, podcasts et tout ça. Mais l'idée du What the Fun, c'est que c'est une plateforme dont le but c'est de faire connaître le stand-up en Belgique. Donc vous avez démarré toute première scène, vous étiez 5 humoristes, mais on va revenir un petit peu sur les grosses étapes du What the Fun. Maintenant, combien d'humoristes comptent le What the Fun? Combien d'humoristes passent par les scènes du What the Fun? J'ai, je pense, 130 humoristes actifs au What the Fun. Aujourd'hui, le groupe du What the Fun s'est fermé. À une époque, on était ouvert et on accueillait vraiment tout le monde. Aujourd'hui, comme la demande explose en termes de jeunes humoristes, on ne savait plus offrir une place facilement à des jeunes gens qu'on avait vus de nulle part parce que on n'avait pas envie de faire de casting, on n'avait pas envie de venir se présenter comme vas-y, fais-moi un sketch et je verrai si je te mets sur scène. On voulait mettre directement les gens sur scène. Et c'était plus faisable parce qu'il y avait une liste d'attente de 50 personnes qui voulaient monter sur scène, on n'avait pas forcément la place pour ça. Et aujourd'hui, avec openmic.be, on a pu en fait créer une structure qui est vraiment orientée pour les jeunes humoristes qui veulent s'essayer et qui ne doivent pas attendre 6 mois avant de venir monter sur une scène du What the Fun. Ils peuvent rapidement monter sur des scènes qui sont dédiées aux jeunes humoristes. Et alors nous, on prend les gens qui se développent, qui se qualifient dans openmic.be et ailleurs, et on les fait rentrer dans ce groupe fermé des humoristes du What the Fun. Donc les 120, 130 humoristes actifs du What the Fun, c'est des gens qui jouent régulièrement sur nos scènes. Et voilà. Ok. Donc si vous êtes un jeune humoriste qui veut s'essayer au stand-up en Belgique, je vous invite à écouter l'épisode avec Bilal pour avoir toutes les informations sur les open mic qu'il organise. Mais là, on va vraiment revenir sur le What the Fun. Mais avant, maintenant qu'on a expliqué c'est quoi le What the Fun, merci de m'accueillir chez toi pour participer à ce podcast. Pour la petite histoire, on avait déjà enregistré un épisode de 2h40 ensemble avec Raph à l'époque. Feu Raph.
Et la qualité sonore laissait tellement à désirer qu'on n'a pas pu le sortir. Et c'était notre faute. Et c'était de votre faute. C'était notre faute. Je suis content que tu le soulignes. Non, parce qu'il faut quand même le dire. On était aussi à ce moment-là en train d'essayer de faire notre propre podcast à guichet fermé. Et on était très content du matériel qu'on avait acheté. Et à l'époque, Régis n'avait pas ce magnifique micro qui est au milieu, mais un micro-cravate d'une qualité que nous, on disait, oh là là, mais c'est nul, viens, on prend notre matériel. Et on avait complètement foiré le branchement. On a parlé 2h40 sans s'en rendre compte que les micros n'étaient pas branchés. Et du coup, on a vraiment perdu notre temps, alors que le micro-cravate aurait certainement mieux marché, du coup. Certainement. Voilà. Mais j'ai réécouté ce podcast pour pouvoir faire cet épisode, mais en fait, toutes mes questions, on les entend pas. Ce qui est quand même problématique pour écouter un podcast de questions. C'est ça. Mais les réponses étaient intéressantes, donc j'ai pu les réécouter. Donc je vais essayer d'orienter un petit peu plus mes questions et de te mettre plus en difficulté pendant les name drops. J'adore ça. Mais alors, est-ce que toi, tu es consommateur de podcasts ? Oui, je suis consommateur de podcasts. J'aime beaucoup le Floodcast, Adrien Méniel et Flaubert. J'aime beaucoup les podcasts 2 heures de perdu, EPO et toute cette branche-là. Je me souviens plus de la boîte de prod qui fait ces podcasts-là. J'écoute aussi des podcasts sur le jeu vidéo. J'écoute des podcasts sur le développement personnel un petit peu aussi. C'est devenu quelque chose que je consomme très régulièrement parce que, comme tu l'expliquais aussi dans un de tes podcasts, t'as besoin d'être constamment diverti, constamment d'être connecté. Et je prends la voiture et en fait, ce qui passe à la radio m'intéresse pas spécialement. Je mets un podcast, je marche dans la rue, j'ai mes écouteurs, je mets un podcast et j'ai toujours des choses intéressantes que je trouve dans les podcasts. Et toujours l'occasion de les écouter, alors que de regarder une vidéo YouTube comme j'étais avant un gros consommateur de YouTube, ou de regarder des séries ou des trucs comme ça, t'as plus forcément le temps de le faire. C'est plutôt rentabiliser un temps qui sert à rien, le temps dans la voiture. Comme je suis à Wavre et que je dois monter sur Bruxelles pour faire les What the Fun, bah, y a toujours une bonne grosseur, 1h30 à faire à écouter du podcast, quoi. Ok, ouais. Donc si t'écoutes un de mes podcasts, tu veux faire trois Voilà. Mais alors avec le What the Fun, vous aviez lancé un podcast à l'annonce du confinement en mars 2020, qui s'appelle À guichet fermé, tu l'as dit. Que je vous invite à aller écouter. Pourquoi cette envie de faire un podcast à ce moment-là ? Il y avait une recherche en fait avec le confinement d'essayer de rester visible, que le What the Fun ne soit pas rangé de côté pendant on ne sait pas combien de mois ça allait durer. C'était en fait une volonté de créer du contenu sur nos réseaux. Bien évidemment, faire des captations, c'était plus possible. Faire des projets de web-séries et tout ça, ça coûte une fortune et ça demande beaucoup de temps de préparation. Il nous fallait quelque chose de rapide pour répondre à un espace vide en fait. Les gens qui allaient au What the Fun pouvaient avoir un autre produit. Et à force d'écouter du podcast, on se dit bah tiens, bah voilà, en fait on va faire ça. Et ça nous permettait en fait à l'époque de vraiment faire le point avec chacun des humoristes parce qu'on les voyait plus souvent. Et du coup, en fait, ça a été une conversation d'1 heure où on les appelait et où on se racontait, tiens, comment ça va, comment c'est le confinement. Aujourd'hui, a posteriori, la plupart des épisodes sont pas forcément, je trouve, toujours intéressants parce qu'il y a une grosse partie très confinement où par épisode, on interviewe toujours une personne, un humoriste, et une grosse partie de l'épisode, c'est comment tu vis le confinement, comment tu vis le fait d'arrêter ta carrière, tout ça. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez vous intéresser à cet humoriste en particulier et tout ça. A posteriori, je pense que c'est intéressant d'écouter les épisodes sur le tard du podcast où on était de nouveau en présentiel et où on parlait plus du stand-up en général, des sujets dans lesquels on parlait sur scène, de la carrière et tout ça, qui était plus intéressant à ce moment-là, quoi. Mais oui, il y avait des épisodes vraiment cool. En particulier, moi, je me rappelle de l'épisode avec les organisateurs de scène que vous aviez fait avec Jimmy Vandal et Kouz du Kings of Comedy Club. Ouais, j'avais bien aimé parce que c'est tout un aspect du stand-up que moi je connais moins, parce que j'organise pas de scène, donc je trouvais ça chouette d'avoir un autre point de vue, ce qu'on fait aussi dans cet épisode. Pas pour rien que je voulais absolument voir le What the Fun. Moi, je suis dégoûté depuis 2 ans de pas avoir eu cet épisode sorti, donc là, je suis content d'avoir la chance de pouvoir le faire. En plus, Raph n'est plus là. Non, voilà, ça nous laisse un peu plus de temps. Il prenait beaucoup de place dans les interviews, je trouve. Mais oui, parce que Raph est en mission diplomatique à Budapest. C'est ça. C'est une mission secrète, donc il faut pas le dire trop dans les podcasts, mais... D'accord. De par le fait qu'il ne soit pas en Belgique et par manque de temps aussi, vous avez laissé le projet sur le côté, le projet du podcast à guichet fermé. Mais récemment, tu as fait un appel de projet pour reprendre le flambeau. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu et est-ce que tu as eu des réponses ? Oui, c'est ça. Donc en fait, moi j'ai du matériel de podcast qui prend la poussière chez moi. Moi j'adore le podcast. Comme je te le disais en off, moi j'ai pas peur de le dire devant le micro, j'aime beaucoup ma voix. Là elle est peut-être un peu moins délicate à cause du rhume et tout ça, mais j'aime beaucoup le podcast. Je trouve que c'est vraiment un chouette moment pour discuter un peu plus en profondeur de sujets et tout. Quand tu arrives à amener quelques personnes intéressantes autour du micro et à amener le sujet qu'il faut, ça devient très, très intéressant. Ou alors très marrant parce que tu as vraiment un moment qui se crée. Et malheureusement, j'ai dû accepter parce que ça faisait 6 mois que j'essayais, moi, de recréer un podcast, moi seul.
avec l'aide de l'un ou de l'autre et tout, mais j'ai dû accepter en fait que je n'aurais jamais le temps de le faire en ce moment. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est que le What the Fun, c'est cette plateforme qui permet aussi de réaliser les projets des différents humoristes. C'est pas Rudy qui décide tous les trucs, il y a plein de projets qui sont nés en fait d'envie et d'idées des humoristes de la plateforme. Du coup, je me suis dit, en fait, c'est ça, j'ai juste à donner le fait que j'ai un réseau, du matériel et un peu de technique à des humoristes et leur dire et si vous faisiez le podcast du What the Fun. Donc je cherche des gens qui vont faire un podcast qui est celui du What the Fun, qui parle du stand-up. Alors est-ce que c'est un podcast d'humour, est-ce que c'est un podcast plus profond et tout, à voir. J'ai 2-3 propositions qui sont venues, 2-3 idées qui sont venues et je vais discuter avec ces gens-là pour voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Mais j'espère que bientôt, oui, probablement en septembre, on va sortir un nouveau podcast du What the Fun régulier. Savoir que normalement, en juillet, on va déjà sortir un podcast de nos aventures à Avignon. Okay. Mais ça, c'est peut-être un autre chapitre plus loin dans l'historique de tes questions. Oui, ça arrive, mais cool, un podcast pour suivre un peu Avignon et un podcast en septembre pour pouvoir suivre les aventures du What the Fun. Parce que moi, quand je serai à Montréal, ça me plairait de pouvoir suivre un peu ce qui se passe. Donc, vous aurez clairement un auditeur d'office. En janvier de cette année, tu as quitté ton emploi de salarié en tant que consultant informatique pour te lancer pleinement dans l'aventure du What the Fun. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire lors de la scène à la Brouette, un bar sur la Grand Place de Bruxelles, tu m'as dit qu'il y aurait 2 podcasts possibles. Un où tu m'expliquerais que le What the Fun cartonne et que tout est beau dans le meilleur du monde. Ou un autre où tu m'expliquerais que tu croules sous le travail et que sans Raph, c'est dur. Quel podcast va-t-on avoir aujourd'hui ? Je suis toujours dans l'entre-deux, je pense. Je suis toujours dans l'entre-deux. Allez, grosso modo, oui, sans Raph, c'est dur parce que on était 2, plus que tout seul, c'est difficile de pouvoir donner autant et faire autant de choses. Donc, j'essaie continuellement de m'entourer des bonnes personnes pour développer les projets. Et oui, en effet, faire de la culture, c'est dur. Et tu veux lancer des projets, tout ne fonctionne pas comme tu le voudrais. Tu n'as pas forcément toujours les opportunités, les accords, les subventions pour t'aider à développer les projets. Après, de l'autre côté, je suis quand même un mec qui a réussi à quitter son taf pour vivre de son maintenant travail passion. Le What the Fun, on l'a fait avec Raph bénévolement pendant des années et en fait de pouvoir se dire que maintenant j'ai réussi à créer suffisamment que pour avoir un tout petit salaire en ce moment qui me permet de payer juste mon loyer, c'est déjà une réussite. Et cette vie extrêmement stressée que j'avais avant de devoir avoir pendant tout un temps un temps plein et puis peu à peu un mi-temps de travail à côté du What the Fun qui me prenait tout autant un temps plein et de devoir travailler de 8 à 6 au bureau et puis ensuite de 6 à 1h du matin au What the Fun. Ça, c'est passé, c'est plus là. Et du coup, s'il y a quelque chose de très chouette, c'est que maintenant, je peux vivre une vie un peu plus, je vais pas dire un peu plus saine, parce que ça reste chaotique, ça part un peu dans tous les sens, et c'est une vie un peu en décalage horaire, mais je suis assez content parce que je suis à un stade que je pensais pas réaliste quand on a lancé le projet, parce que quand on a lancé le projet, on pensait pas qu'on allait en vivre, on voulait juste créer une petite scène où on allait jouer, Raph et moi, avec quelques potes, on savait pas que ça allait devenir une plateforme de développement d'artistes, quoi. Quand tu parles avec des humoristes, même en dehors de la Belgique, le nom What the Fun circule. Donc ça, c'est quand même un gage de réussite. Ça fait plaisir. Il y a une partie grâce aux captations qu'on a réalisées. Il y a des artistes, en fait, qui... Fanny Ruet, par exemple, qui a percé sur une vidéo qu'on a eu la chance de capter. Donc, rien que le logo se balade un petit peu par-ci, par-là. Il y a cette idée que nos humoristes commencent à sortir de nos frontières et qui se disent, tu sais quoi, moi, je vais aller une semaine à Paris, je vais toquer aux portes et je vais jouer sur des scènes et ça me fera une expérience. Ah, t'es belge, tu viens d'où, tu joues où? Ah, boum, à Bruxelles, il y a le What the Fun. Il y a ceci, il y a cela et il y a le What the Fun. Du coup, on a des ambassadeurs qui, s'ils parlent du What the Fun, c'est qu'ils sont contents de ce qu'ils ont à Bruxelles. Et dans l'autre sens, quand c'est des humoristes qui viennent d'ailleurs, qui se disent, tiens, je vais passer par Bruxelles, il y a peut-être des comedy clubs et des trucs. Ah, il y a un seul comedy club, 2 maintenant. Où est-ce qu'on peut jouer? Boum, ils apprennent qu'il y a le What the Fun qui fait des trucs aussi, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est assez référent de dire que il y a plein de scènes du What the Fun qui sont qualitatives à Bruxelles pour des humoristes en dehors de la Belgique, quoi. Mais c'est quand même génial que tu puisses vivre de ta passion avec le What the Fun et que tu puisses faire encore plus avec le What the Fun. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je vais suivre ça d'un peu de l'étranger l'année prochaine. Et j'espère revenir avec un What the Fun encore plus fort et avec des scènes partout. Ça va vraiment être chouette. C'est la phrase de Raph quand il est parti, ça. Oui, on l'attend toujours. Mais alors le What the Fun a plusieurs projets en préparation, en plus de ses spectacles classiques, car le 29 juin, un gros événement est prévu à l'espace Lumen à Flagey. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est 50 humoristes en une seule soirée. Je voulais faire un événement de fin de saison
un peu festif pour un peu fêter la fin d'une saison, quelque chose qu'on n'a pas pu faire depuis 2-3 ans. Faut se rappeler en fait qu'à une époque on faisait une espèce de barbecue du What the Fun dans le jardin de la coloc de Raph et moi, et puis ensuite de chez Raph à Woluwe, où on essaie d'accueillir un maximum d'humoristes pour se voir en dehors des scènes, passer un moment ensemble et un peu fêter le What the Fun en dehors de la scène du What the Fun. Et aujourd'hui, comme ça c'est extrêmement professionnalisé, comme il y a de plus en plus d'humoristes, comme il y a beaucoup de gens, c'est difficile à organiser un événement de la même manière. Et du coup, plutôt que de l'orienter uniquement vers les humoristes, je me suis dit que j'allais l'orienter aussi de manière publique. C'est quelque chose qu'on avait déjà réalisé lors de la 100e du What the Fun en 2018, de la 200e du What the Fun en 2019. C'est de faire monter un maximum d'humoristes sur scène avec un très petit timelapse. Ici, 50 humoristes auront à chaque fois 1 minute 30 pour faire une blague. Ou 2 ou 3 s'ils arrivent à en faire 2 ou 3. Et c'est un exercice. Il y en a qui vont se casser la gueule, il y en a ça va bien marcher, il y en a d'autres ça va pas marcher. C'est un exercice marrant où en fait tous les humoristes se retrouvent un peu de nouveau d'égal à égal. Les 50 vont se retrouver dans les loges du Lumen, où on se dire tiens qu'est-ce que toi tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire. Ils vont être très curieux de savoir ce qui se passe sur la scène. Ça va être un événement assez marrant entre les humoristes. Et du coup j'espère que ça va être un événement intéressant aussi au point de vue du public, de se dire bah tiens c'est quelque chose d'exceptionnel, ça n'a pas lieu ça n'avait pas lieu tous les ans. Peut-être ça maintenant, peut-être que je pourrais me dire que toutes les fins de saison sont orientés là-dessus, et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça intéressera le public et que à nouveau ça mettra de nouveau un spotlight sur un art. Ça reste toujours le même objectif du What the Fun, c'est de mettre les stand-uppers en évidence, donc de se dire bah tiens voilà je vais voir les 50. Allez, parce que comme j'ai dit, on est 120, 130 actifs, donc il a fallu sélectionner 50 personnes, avoir 50 personnes disponibles aussi, 50 personnes qui voulaient bien faire l'exercice, parce que ça reste un exercice difficile, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Mais du coup, de voir le public qui va découvrir cette manière de travailler, cette manière de se mettre en danger, ce petit délire, et qui, j'espère, plaira au public, quoi. Mais quand j'en ai fait la promotion, puisque je serai dans les 50 humoristes... Félicitations. Merci. Les gens avaient l'air intéressés, et même, je pense que c'est un bon moyen pour découvrir un peu le stand-up, parce que tu connais pas trop, tu te dis, tu vas découvrir 50 humoristes. Si dans les 50, il n'y en a pas que t'aimes, clairement, ne viens pas à la soirée de stand-up, c'est pas pour toi. Ouais. Mais sur les 50, si personne ne te fait rire, je serais quand même vachement impressionné. Il y a tellement de styles différents, de personnalités différentes, de sujets différents. Les gens vont l'aborder aussi de façon complètement différente. Donc je pense que ça peut être un bon truc pour découvrir des gens et aller les suivre. Donc moi, j'aime beaucoup le concept. Est-ce que toi, tu vas faire un passage ? C'est pas prévu. Moi, je me monterai sur scène au début pour présenter la soirée, expliquer ce que les gens vont venir voir et me prendre un petit... ego trip de me dire bah voilà on en est là grâce au What the Fun et tout ça, et que ça me fait toujours du bien de remercier les gens et de sentir que les gens sont venus, en espérant qu'il y aura plus que 50 personnes dans la salle bien évidemment, les 50 humoristes et probablement à la fin pour remercier tout le monde et tout. Mais est-ce que maintenant je suis capable de me mettre en danger comme ça alors que je suis déjà je sais pas, je pense pas que je ferai un passage, ou alors peut-être je ferai justement un exemple foireux pour montrer ce que c'est qu'une minute 30, je sais pas, bonne question. Ok, parce que je sais que pour l'émission 60, où donc là c'était Ken Kojandi et Navo qui organisaient donc 60 humoristes qui faisaient 1 minute, je sais que Navo était un backup en cas de remplacement. Ah oui. Donc si un humoriste ne pouvait pas venir, était malade ou toute autre raison qu'il pourrait pas faire l'émission, il était prêt à faire 5 minutes en cas de besoin. Ok. 2 choses. Moi, j'ai à peu près 50. À vrai dire, il y en a 52 pour l'instant. S'il y en a que 49 ce soir-là, je n'ai de procès de personne. Ensuite, moi, je voulais appeler ça 90 pour faire le clin d'œil à 60. Parce qu'en fait, What the Fun 100 et What the Fun 200, où on faisait exactement la même chose sur 2 minutes, sont sortis avant 60. Ça a été fait avant 60. Alors je ne dis pas que j'ai inventé le concept parce que probablement quelqu'un l'a déjà fait ailleurs et tout ça. Mais j'avais pas envie d'appeler ça 90 parce que bien évidemment 60 est beaucoup plus connu que ce que nous on a fait au What the Fun 100 et What the Fun 200, et j'avais pas envie que les gens commencent à se dire ah ils volent le concept et tout ça machin. Donc je pense que c'est un concept qui est accessible à tout le monde. Bien évidemment Kian et Navo ont une production qui ont fait quelque chose d'incroyable. Moi ce sera pas capté, c'est un exercice, c'est un moment fun dans un petit théâtre, il faut pas comparer la production, mais j'aurais bien aimé appeler ça 90 et j'ai pas eu les couilles de le faire. Ok, peut-être pour la fois prochaine. De base, ça a été repris d'un concept du ZooFest à Montréal. C'était des Québécois qui organisaient, donc ils n'ont pas inventé non plus le concept. Autre gros projet, cette fois, c'est pour l'été avec le festival Off d'Avignon, car le What the Fun, avec le soutien de la région bruxelloise et du Kings of Comedy Club, emmène 9 humoristes, à savoir Nikos, Dena, Gaëtan Delferrière, Sacha Ferrat, Adèle,
André de Marteau, Lorenzo Mancini, Lisa Delmoitier et Florent Losson. Comment est né ce projet et comment ça va se passer concrètement là-bas? Alors, ce projet, il est né d'une collaboration de 3 parties et tu en as raté une. Comme quoi, tu fais quand même peut-être des fois des erreurs. Donc, c'est le Kings of Comedy Club, le What the Fun et La vie est une fête, la diffusion de Jonathan Cartelli. En fait, il y a une bonne grosse année maintenant, on s'est rapprochés tous les 3, Jonathan, Cédric et moi, en se disant qu'on aimerait bien en fait travailler ensemble. On s'est rendu compte que le Kings of Comedy Club était un lieu qui faisait tourner, que le What the Fun était une création d'opportunités, un développement d'artistes, et que John avait une manière de diffuser, de suivre les artistes et de les produire à l'étranger aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que nos activités étaient complémentaires. Moi, ça faisait longtemps que je m'étais demandé, tiens, est-ce que je dois faire de la diffusion d'artistes? Est-ce que le What the Fun doit devenir une maison de production au sens où je vais signer des artistes et les suivre? C'est encore quelque chose que je me pose comme question maintenant, et avec certains artistes, j'aimerais bien, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire que le What the Fun fasse tout. Le What the Fun pouvait s'arrêter à certains endroits où d'autres prenaient les choses, si les autres étaient des gens avec qui le What the Fun pouvait collaborer et dont l'essentiel était le respect des artistes et l'évolution des artistes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on connectait pas mal tous les 3 avec Cédric et John, et on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on ferait bien comme projet ensemble pour tester un peu notre collaboration? Et on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas d'emmener des artistes à Avignon? Et l'idée, en fait, c'était d'en amener plusieurs en même temps. À Avignon, normalement, tu loues un slot, un time space dans un théâtre, tous les jours, à la même heure, ou presque, et tu joues 25 fois sur les 30 jours d'Avignon. Et l'idée, c'était de se dire, bah tiens, si on prend 2 ou 3 slots, et qu'on vient avec 9 humoristes, ils jouent une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais ils vont pas subir ce que les artistes qui vont seuls pour la première fois à Avignon ont, c'est de se sentir vraiment épuisés, c'est de travailler, parce que c'est pas juste jouer, hein, il faut faire la publicité, il faut flyer, il faut non-stop se faire voir, hein. Avignon, à nouveau, 1000 spectacles par jour, une concurrence démentielle. D'être en groupe, moi, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir me dire que il y en a d'office un pour lequel ça sera plus dur ce jour-là, l'autre ça sera plus mieux, ça va être difficile, il y en a un qui se sentira pas bien. C'est qu'en groupe, ils vont pouvoir se soutenir, galérer ensemble et affronter les trucs ensemble, et de se dire, bah en fait, je jouerai peut-être que 10 fois sur les 30 jours, mais je vais être là tout le mois, je vais vivre l'expérience, je vais peut-être avoir d'autres occasions, d'autres trucs. C'est pas la vraie expérience Avignon où, comme certains le font, l'artiste va avec sa production, avec une équipe de flyers autour, avec une équipe de com et tout ça. Là, on est une équipe assez réduite, mais en fait, l'équipe, elle est composée à un maximum d'humoristes qui vont travailler ensemble pour développer le projet. Et alors on a eu la chance en fait d'avoir la région de Bruxelles qui, grâce à Hub Brussels, s'est dit tiens bah en fait ce que vous faites là c'est de l'exportation de produits bruxellois. Donc Hub Brussels qui est plutôt dans le développement de jeunes entrepreneurs a vu le projet comme les humoristes c'est des auto-entrepreneurs qui ont leurs produits, leurs spectacles et qui vont dans un salon le présenter pour essayer de se créer une clientèle à travers la francophonie. Et sous cet angle-là, on a pu travailler avec eux pour recevoir une subvention qui va nous permettre en fait de soutenir fortement le projet là-bas. Ça coûte très très cher à Avignon, hein, il faut louer le théâtre, il faut loger, nourrir tous ces gens-là, les frais de communication, la publicité et tout ça. Et grâce à Hub Brussels, on a un grand soutien. Du coup, nous 3, dans notre structure qu'on est en train de développer, on s'est allié avec Hub Brussels pour nous être les coordinateurs du projet. Et Hub Brussels étant subventionnaire majoritaire, je ne sais pas comment le dire, et à nous de trouver les fonds restants et à nous de faire vivre le projet. C'est pour ça que vous aviez aussi organisé une soirée de gala le 28 mai. Ouais, c'est pour ça, pour essayer de lever des fonds, pour mettre le projet aussi beaucoup en avant. On est content parce que les médias en ont beaucoup parlé. Et du coup, il a fallu choisir 9 artistes bruxellois à emmener à Avignon. Il y en a qui vont rester tout le mois et il y en a qui resteront la moitié du mois. Savoir qu'il y a toujours 6 artistes sur place. 3 qui sont là tout le temps et 3 qui seront en place à 3. Et comment a été faite la sélection pour les 9 artistes? Alors la sélection a été faite sur le base de déjà d'avoir des artistes bruxellois qui avaient un spectacle, qui pouvaient le présenter et le faire tourner. Déjà avec ça, tu élimines beaucoup et tu ne pouvais pas non plus aller chercher tout ce qui était artistes déjà avancés dans leur production et tout ça, parce que le projet c'est mon premier Avignon en quelque sorte. Si là-bas ils réussissent à trouver une production qui veut les signer dans l'année prochaine pour les faire partir en France et tout ça, c'est pas notre but à nous de l'empêcher. Notre but n'est pas à nouveau de signer avec ces artistes-là en leur disant maintenant sur 5 ans t'es avec nous et c'est parti. C'est pas le projet. Et du coup c'était de choisir des artistes qui étaient qui ne sont pas des débutants, qui ont un produit, qui sont en train de le développer et qui ne sont pas encore non plus dans une structure professionnelle établie. Je sais maintenant pourquoi je ne suis pas... Tu n'es pas bruxellois. Je ne suis pas bruxellois, je n'ai pas de spectacle, je n'ai vraiment aucun critère qui aurait pu fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons dont j'aurais pas connaissance? Oui.
Lesquels? Ah non. Ok. Oui, des projets dans les cartons. Je vais dire une chose qui pour moi est vraiment importante et qui quelque part me manque et sur lequel j'essaie de mettre l'accent aujourd'hui. Le What the Fun, c'est une plateforme. Ça aide à mettre les gens en avant. Mais le What the Fun ne fait pas tout. Comme ce projet de podcast que maintenant j'envoie vers les artistes, j'attends des humoristes qui viennent avec des idées, qui ont envie de développer des trucs. Le What the Fun, ça permet en fait d'avoir une certaine crédibilité, ça permet d'avoir un certain financement. Si l'humoriste il vient avec une idée qui me paraît réaliste, qui paraît correcte, rien que de mettre le label What the Fun dessus, ça permet d'aller chercher des partenaires, ça permet d'aller chercher des établissements, ça permet d'aller chercher du public, ça permet peut-être même d'aller chercher des primes et des fonds parce que, à nouveau, j'ai une ASBL qui est tout à fait carrée, qui est prête à soutenir les artistes et tout ça. Donc il faut pas hésiter, en tant qu'humoriste, à venir avec des idées auprès du What the Fun. Dernière idée qui a bien fonctionné, le Code Comedy Tour, qui a eu lieu cette année, qui n'est pas une idée à la base de Raph et moi, qui est une idée de Nikos et Juan, qui sont venus en nous disant, en fait voilà, on aimerait bien faire ce projet-là. Pour le What the Fun, on s'est rendu compte que c'était super intéressant parce qu'on va créer du nouveau public. On va chercher dans les universités les gens qui vont venir nous voir après. On crée une nouvelle scène qui, Raph et moi on le sait très bien, on a fait de l'improvisation théâtrale dans les universités. Le public des unifs est ultra chaud, c'est vraiment un plaisir de jouer dans un auditoire. Et du coup on crée des scènes incroyables pour les artistes. Et on s'est dit, oui, faisons le truc. Et du coup en fait, Juan et Nikos ont été les organisateurs, ont été à l'initiative et ont fait le suivi sur l'année. Le What the Fun est venu amener le budget, est venu essayer d'aller chercher des fonds, est venu un peu coordonner. Et c'est plus facile aussi d'aller chercher des grands artistes en leur disant c'est un projet qui est co-organisé par le What the Fun, qui est payé par le What the Fun, il y a un cachet garanti, au pire ça se passe pas, on aura testé le truc machin, que de venir en étant tu me connais pas mais je lance un projet. On va faire une saison 2 l'année prochaine du Code Comedy Tour, on va probablement continuer, c'est un chouette projet. C'est ça que je veux dire, c'est vous avez un projet, faisons-le ensemble. C'est pas pour dire que What the Fun veut mettre le grappin sur les choses. C'est juste que je pense que le What the Fun a un peu de crédibilité et de fond, parce qu'il y a un peu d'argent qui reste toujours. C'est une ASBL. Les humoristes sont payés, il reste toujours un petit peu d'argent. Ça permet de subvenir à ce genre de projet-là. Donc venez voir avec un projet. On a par exemple aussi un clip qui va sortir. Je sais pas quand est-ce que sort ton podcast ici. Lundi prochain. Lundi prochain. Donc comme on a vu, le clip ne sera pas encore sorti, mais on commence à teaser là-dessus. Un clip d'une chanson écrite par Dena et Adèle, qui est une parodie et qui a été réalisée. Le réalisateur, je me rappelle pas de son nom, c'est dommage, a vraiment fait un taf de dingue. Le clip est incroyable et ça va sortir. Et c'est juste Dena et Adèle qui avaient écrit la chanson et qui m'ont dit la chanson elle est super cool, on aimerait réaliser un clip, est-ce que t'es chaud le financer? Et du coup, le What the Fun a mis un peu d'argent, ça fait du contenu pour le What the Fun. Donc moi j'attends des retombées de visibilité, parce que sur la page du What the Fun, les gens vont venir voir, ça va créer de l'intérêt et tout ça, donc ça m'intéresse. Mais grosso modo, eux ils ont un clip qui va sortir et qui est super quoi. Donc voilà, vous avez une idée, venez vers moi. Je dis pas que les poches du What the Fun sont infiniment profondes, mais venez avec des projets, on en parle et on essaie de les réaliser quoi. Mais c'est cool parce qu'on peut venir juste avec une idée et tu vas amener une structure, donc on n'est pas obligé d'avoir déjà tout en fait. Non, et vaut mieux pas en fait. Déjà eu le cas d'avoir quelqu'un qui vient avec un scénario de 30 pages écrit d'un film et qui me dit voilà, j'aimerais réaliser ça. Et oui, mais là par contre, réaliser un film, est-ce que c'est vraiment ce que veut faire le What the Fun? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on va être capable? Est-ce que tu es sûr de ce que Prenons le temps de discuter sur le projet, de voir un peu s'il est réalisable par le What the Fun, si le projet est concret assez, si voilà, il faut pas hésiter à venir à discuter autour d'une bière pour amener le sujet quoi. Ok, ça marche. Et dans le podcast qu'on avait enregistré ensemble, vous aviez parlé du projet Stand Up Battle. Oh oui. Est-ce que ce projet va voir le jour? Oui, ça c'est dans les cartons poussiéreux. Moi j'aimerais beaucoup. C'est un concept, je vais pas le détailler parce qu'il sort pas demain. Il y a un peu de match d'impro et stand-up, c'est quelque chose que je vois d'un peu télévisé. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Ça c'est mon bébé à moi. Et malheureusement, mon bébé à moi, il est un petit peu en attente de trouver le lieu dans lequel je peux le faire. En fait, il faut que j'ai plusieurs artistes sur scène et il faut que j'ai un peu de technique. Donc ça ne peut se faire que dans un théâtre ou une salle professionnelle. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le partenaire avec qui développer ça parce que c'est un projet sur le long terme. C'est difficile à mettre en place. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Voilà, on va pas développer puisque... Non, il y a d'autres trucs que j'aimerais réaliser, mais c'est vrai que
Là, on est en fin de saison, donc je suis fatigué. Et il y a plein de choses que j'aimerais lancer la saison prochaine et tout ça, et des belles choses sur lesquelles je vais pas communiquer encore, mais il y aura de toute façon plein de nouveautés qui sortiront. Alors maintenant qu'on est revenu sur l'actualité du What the Fun, dans le podcast, j'aime remonter le temps, tu le sais bien. Alors je vais pas revenir dans les détails sur toute l'évolution du What the Fun, car vous l'avez fait à guichet fermé, dans les épisodes Bye Bye Raph. Bye Bye Raph. Ça c'était 4 heures de podcast. C'était 4 épisodes de au moins 1 heure. Ouais, voilà. 4 heures de podcast avec Raph et moi qui pleurons à la fin. C'est le meilleur teasing qu'on peut faire pour cet épisode. Mais on va revenir, si tu le veux bien, sur les grandes étapes de Rudy. Oh. Est-ce que ça te convient ? Oui. Je suis pas une personnalité publique, donc à voir si ça intéresse tant les gens, mais... Mais c'est Rudy et le What the Fun. Ça va. Alors le 4 avril 1991 naquit le grand Rudy le Jeune. La légende dit qu'il portait déjà fièrement la barbe à la naissance et qu'il organisait déjà des événements dans la cour de récré. Mais est-ce que Rudy était déjà quelqu'un de drôle enfant ? Alors, drôle enfant, j'aimais bien rire. J'aimais beaucoup imiter en fait des sketchs et des trucs comiques. J'aimais beaucoup imiter le Masque de Jim Carrey, les Frères Taloche, les sketchs de Gad Elmaleh. Quand j'étais dans la famille, Rudy, refais-nous le sketch de machin. Et j'étais un peu le clown, quoi. Après, j'étais pas non plus orienté très très sur l'humour et c'était pas une idée d'en faire une carrière à ce moment-là, quoi. Mais à l'adolescence, lors du festival de Rochefort, oh là là, le jeune Rudy découvre Gad Elmaleh. Il a tout tracé. Et le sketch du blond qu'il apprend par cœur pour jouer dans les soupers de famille. Ouais. Qu'est-ce que tu as tant aimé dans ce que tu as vu sur scène ce jour-là ? Alors déjà, j'ai vu le sketch du blond, mais c'est pas le sketch du blond que vous connaissez tous. J'ai vu une version un peu avant celle qui a été captée. Qu'est-ce que j'ai aimé à ce moment ? Bah voilà. Posons Gad Elmaleh. Gad Elmaleh a volé des blagues, c'est vraiment pas bien, on est d'accord là-dessus, il y a pas débat. Moi, à ce moment-là, j'ai 13-14 ans, j'ai la chance d'être invité avec mon père on est un peu dans les VIP parce que mon père est dans les intercommunales et machin, donc il a une chouette place et du coup on est assis vraiment genre au 3e rang dans cette belle salle de Rochefort où j'irai faire un sketch plus tard en première partie d'Alex Vizorek, voilà. Et je découvre Gad Elmaleh que je connais pas à ce moment-là. Il est pas encore aussi connu que ce sketch du blond. Il est pas encore sorti le sketch du blond. Hein. Et je découvre un showman, quelqu'un qui vraiment seul sur scène avec 3 lumières. Bon, il y a plus que 3 lumières, d'accord, mais arrive à créer un moment incroyable. Et moi, je découvre ce truc incroyable de pouvoir seul créer un univers et créer un moment où les gens te suivent et rigolent et ne s'arrêtent plus de rigoler et tout. Et c'est vraiment ça qui m'éclate, c'est ce pouvoir d'un showman, d'un homme sur scène qui va pouvoir mettre tout le monde d'accord. Et est-ce que toi, à ce moment-là, tu te dis... Moi, je veux être humoriste. À ce moment-là, je me dis oui, moi j'aimerais bien faire ça, mais c'est pas réel, c'est pas concret. Je vais répéter ses sketchs, je vais faire ça, je vais les imiter, donc je vais voler ses blagues à lui, donc au final très réglo, mais juste pour les jouer à ma famille ou quoi. Donc il y a jamais avant que je monte sur scène au Kings of Comedy Club une idée où je vais devenir un artiste. À l'école, Rudy fait des bonnes études de sciences fortes, maths fortes, souhaite devenir ingénieur, puis physicien, n'a rien à voir avec le monde culturel à ce moment-là, quoi. Ok, ouais. Mais tu expliquais dans le podcast qu'on avait enregistré que, en tout cas, il t'ouvre au spectacle vivant, car t'es pas fan, toi, des spectacles en vidéo, mais tu vas après en voir d'autres, majoritairement des sketchs, plus que du stand-up. C'est Jim Carrey qui te fait découvrir le stand-up, parce qu'il a fait du stand-up avant d'être comédien, mais c'est pas ce que tu vas consommer le plus. Est-ce que ça a changé ? Est-ce que tu consommes plus de stand-up maintenant ou... Alors j'aimerais dire que tu pourrais faire le podcast tout seul si tu connaissais bien mes réponses. C'est flippant. Mais du coup oui, c'est ça, t'as réécouté le podcast juste avant. Oui, en effet, le stand-up n'existe pas encore pour moi à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui monte sur scène et qui fait des personnages, qui fait des sketchs, qui fait des trucs. Donc c'est ça que je regarde, c'est ça que j'écoute. Et je me souviens un peu de la question du coup. Parce que tu disais que tu consommais peu de stand-up, tu t'aimais pas trop regarder ça en vidéo, tout ça. Est-ce que ça a changé ? Ah oui. Bien évidemment, peu à peu, le monde du stand-up s'est ouvert à moi. En fait, ce que moi j'ai continué de faire culturellement de scène, c'est que j'ai découvert à l'université l'improvisation théâtrale. T'es content, c'est la réponse que tu voulais. Et du coup, en fait, moi j'ai fait beaucoup d'improvisation théâtrale. C'est là que j'assouvissais mes envies, mes besoins de scène, de monter sur scène. Je trouve que l'impro a quelque chose de magique et ça me manque maintenant de ne plus en faire parce que le What the Fun a pris un peu trop de place et c'est difficile de caler tous ses hobbies au même endroit. Et du coup oui, moi j'aimais beaucoup voir de l'improvisation théâtrale, je regardais de moins en moins du sketch et peu à peu j'ai découvert du stand-up un peu plus sur des trucs du Netflix, sur des YouTube et des trucs du genre. Et dans le tout début du What the Fun, avant même le What the Fun, je commençais à regarder des stand-up, des vrais stand-up. Aujourd'hui beaucoup moins.
Maintenant, je me rends compte que c'est devenu peu à peu ma profession. Je taffe sur du stand-up, je vais voir du stand-up, je dors, je fais des cauchemars parce que j'ai l'impression d'avoir oublié d'organiser une scène de stand-up. Donc non, aujourd'hui, par exemple, Drôle, la série de Netflix, elle est sur ma watchlist et je l'ai toujours pas regardée. Et en fait, je me rends compte que je vais probablement jamais la regarder. Parce que c'est ma pause, j'ai pas envie de regarder ça. Au lieu de ça, je me remets à 10%, donc la série d'avant de Funny Hero. Et je remarque que mes divertissements, ça ne peut plus être du stand-up. Alors je vais regarder quelques Netflix spéciales avec des artistes que j'aime vraiment beaucoup, mais je vais plus faire comme avant. Tiens, c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais regarder un peu son spectacle. Okay, ouais. Parce que c'est déjà mon taf, il faut faire autre chose en fait à côté quand c'est non-stop ça ton taf quoi. Ok ouais, mais tu consommes du stand-up en spectacle vivant. Je suis un What the Fun sur 2, je connais par cœur tous les sketchs de Florent Leçon et de ceux qui les répètent 1 milliard de fois. Je connais, oui, je consomme du stand-up vivant. Mais donc tu l'as dit, tu as étudié la physique, tu l'étudies à Louvain-la-Neuve, tu rencontres là-bas Raph, car tu intègres l'Improcode, c'est-à-dire une colocation de dizaines d'étudiants autour d'un projet, l'organisation de matchs d'improvisation. Donc c'est là que tu rencontres le roux préféré du stand-up belge, Raphaël Schreuder. Est-ce que ça t'a plu directement l'organisation de matchs d'improvisation dans des auditoires de 200 à 400 personnes une fois par mois? Est-ce que l'organisation c'est quelque chose qui vous a plu directement? Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup grandi. En fait, je vais dire, à l'école secondaire, j'étais pas quelqu'un de très dégourdi. J'étais à l'école, je rentrais, je jouais à des jeux vidéo, et la vie, elle était grosso modo comme ça. Il n'y avait pas vraiment une idée de faire plus. Et en fait, à l'université, en m'investissant dans un quota projet, moi, j'ai beaucoup grandi. Je me suis rendu compte qu'à côté de simplement faire ses études et faire ses hobbies, il y avait moyen de construire des choses, de participer dans le monde associatif. Alors moi, ça a été l'improvisation parce que ça m'intéressait beaucoup. Le monde du quota projet à Louvain-la-Neuve est énorme, mais le monde associatif en Belgique est tout aussi énorme. Devenir bénévole dans un projet, peu importe lequel, je trouve que c'est extrêmement formateur. Moi, j'ai vécu 2 ans avec des gens formidables dans mon cote, dans ma coloc. J'ai développé des projets où j'étais très stressé. Est-ce qu'il va y avoir des gens? Tiens, on a oublié ceci, on a oublié cela. On a vécu des choses ensemble. Je trouve que ça m'a ouvert en fait toute une dimension de moi que je connaissais pas encore. À côté de simplement faire sa petite vie train-train. Il y avait des projets à réaliser, vivement la fin du mois, il y a le spectacle. Est-ce qu'on a fait assez de pub? Tiens, on irait bien à faire de la pub, machin, mais il y a ce truc qui était en plus sur tes plans de vie personnelle et de vie de travail, t'avais des hobbies plus grands que simplement, je rentre chez moi, je lis un livre, quoi. Et donc, c'est là que t'as commencé à travailler avec Raph. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a cliqué entre vous? Qu'est-ce qui fait que vous travaillez bien ensemble? C'est le moment triste, tu mets une musique triste, là. Il pleut dehors, c'est parfait. C'est a posteriori qu'on le comprend en fait. C'est a posteriori qu'on a vu que en développant ce What the Fun ensemble, que en fait on travaille de la même manière et de manière complémentaire. Raph et moi on est des bosseurs, on lâche pas, on a envie d'aller au bout des choses, mais on a chacun nos qualités en fait qui vont se complémenter. Raph est quelqu'un qui a toujours donné l'initiative au projet, qui a toujours poussé les choses parce que c'est un go-getter. Allons-y, on va discuter avec lui, on va le faire. Viens, on va. Pourquoi pas? On irait, on va faire. Que moi j'étais plus. Attends. Est-ce qu'on ferait pas un plan? Est-ce qu'on réfléchirait pas à ceci? Est-ce qu'on a les fonds pour le faire? Est-ce que ceci, cela? Et du coup, les qualités étaient complémentaires et il y avait toujours un truc de franc parler, de pouvoir se dire voilà en fait. C'est chouette de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a exactement la même passion que toi. Ça, c'est quelque chose que je vois qui est nécessaire. On voulait tous les deux aller dans le même but. Il n'y avait pas une envie de l'un ou de l'autre d'en faire un métier, de devenir artiste, d'être un héros, d'avoir un ego. C'était, tiens, on crée des scènes, c'est ça qui nous fait plaisir. Donc, on voyait vraiment le projet de la même manière. Et on s'entendait très bien, on pouvait discuter ensemble de tous les trucs avec franchise en disant ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on pourrait faire ça. Et on comprenait aussi très bien où était le rythme de chacun. Ça c'est quelque chose qui me manque très fort aujourd'hui, c'est que là par exemple j'ai été malade pendant 5 jours. Le What the Fun n'a pas bougé pendant 5 jours. Heureusement si, parce qu'il y a des gens maintenant qui travaillent avec moi qui font vivre le What the Fun. Mais à l'époque de Raph aurait pris la main sur ces 5 jours-là et les projets auraient avancé comme si c'était moi qui les faisais. Il y avait un peu ce côté clone qui était très sympa de voir quelqu'un qui travaille de la même manière, quoi. Ok, ouais. Et tu me tends une perche pour poser la question que j'allais poser plus tard. Mais est-ce que Raph a encore un pouvoir décisionnel? Est-ce que tu lui demandes encore son avis avant de prendre une décision ou... Statutairement, il l'a encore dans les structures légales.
et grosso modo, c'est un peu mon conseiller de loin. Quand ça va pas, quand j'ai besoin un peu de réfléchir, alors oui, là on discute, je lui explique un peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, mais il est plus aujourd'hui au jour le jour. Voilà. Tiens, il se passe ceci avec telle structure, avec telle salle, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Tiens, ce projet-là, je suis pas sûr, est-ce que machin bidule? Là oui, là il va rentrer en tant que conseiller, mais il a une vie professionnelle maintenant qui est tout autre et qui est très prenante aussi. Et là, il a pas forcément le temps de faire ce qui est maintenant aujourd'hui mon métier et qui n'est pas le sien, quoi. Mais pour les grosses décisions, tu vas lui demander conseil. Oui, je vais lui demander conseil. Ensuite, après les études, donc Raph fait un stage dans un cabinet d'avocats à Paris, il fait 6 scènes de stand-up là-bas. À son retour, vous emménagez ensemble à l'été 2015 à Woluwe-Saint-Lambert. Raph cherche où il va pouvoir faire du stand-up en Belgique et découvre le Kings of Comedy Club, qui organise le Next Prince of Comedy, donc le concours dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es inscrit à ce concours? Raph m'a inscrit. Raph m'a forcé un peu la main. Je pense qu'il n'avait pas envie de le faire tout seul. Comme on s'entendait très bien, qu'on habitait ensemble, qu'on consommait du stand-up, il s'est dit vas-y, je suis sûr que tu vas bien le faire aussi et allons-y, quoi. Et à force il m'a inscrit et j'ai été le faire, quoi. J'ai fait ma première blague de stand-up, je m'en rappelais encore dernièrement, sur les avions où tu hoches la tête, tu le savais, je l'avais déjà dit au dernier épisode. Ah putain, parce que c'est il y a 2 ans et là j'en ai reparlé il y a 10 jours. Où à l'époque il y avait le plan Watley qui changeait, je crois, les lignes de vol des avions autour de l'aéroport de Zaventem et à Woluwe il y avait plein de panneaux sur les fenêtres en disant non au plan Watley, non aux avions, non. Et ma blague c'était que les avions volaient trop haut pour pouvoir lire ces affiches là. Et ça c'était ma première blague et les gens ont rigolé, donc j'étais assez content. Je l'ai mieux vendu sur scène bien sûr, mais voilà. Mais donc comment ça se passe cette première scène? Oh très bien, c'est le kiff. Ceux qui montent sur scène, ceux qui écoutent ton podcast le savent, la première scène et à chaque fois la première réussite, la première scène de 50 personnes, la première fois que tu joues devant 200 personnes et que ça rigole, la première fois, c'est toujours incroyable en fait comme sentiment de se rendre compte qu'une blague que t'as écrite fait rire plein de gens et que tu contrôles le rythme. Moi c'était vraiment ça qui me faisait kiffer quand j'étais sur scène, c'est bam bam bam, vous riez, vous allez voir la suivante, elle va être encore mieux, bam bam paf, voilà, ça rit, c'est très bien, et d'avoir un peu ce contrôle, cette maîtrise, de sentir que les gens sont avec toi et que tu les orientes sur ton texte, quoi. Mais donc vous perdez tous les deux ce concours en demi-finale. Merci de le rappeler, franchement. C'est important. Bien. Toi face à Farah, Raph face à Emily Krohn. Ouais. Et après le Next Prince of Comedy, donc qui a été vraiment formateur, mais qui surtout t'a transmis à toi le virus du stand-up, de faire du stand-up en tout cas. Vous cherchez d'autres scènes à faire, donc c'est ça que tu expliquais, à l'époque il y en avait peu. Donc vous décidez d'organiser vous-même vos propres événements pour pouvoir jouer. Au départ c'est vraiment pour que vous puissiez jouer. C'est ça, parce qu'à nouveau, il y avait peu, il y avait rien. Il y avait le Kings of Comedy Club, et il y avait le MIP qui faisait un truc une fois par mois, et c'est tout. Il y avait l'un ou l'autre truc qui avait eu lieu, qui avait essayé, qui s'était arrêté, d'autres structures qui avaient essayé de faire des trucs, mais faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, quand tu peux jouer, quand tous les soirs il y a un truc à Bruxelles, tous les soirs il y a 2-3 trucs à Bruxelles maintenant, à l'époque il y avait rien de tout ça, quoi. Et du coup, oui, on s'est dit tiens, si on faisait juste une scène une fois par mois pour faire des blagues, nous, parce qu'on a envie. Mais c'est vrai que ceux qui commencent le stand-up maintenant, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Vous savez rien, les jeunes. Vous savez rien. Vous vous rendez pas compte ce qu'on a fait pour en arriver là. Ça fait vieux con, mais c'est vrai. Je veux dire, tu vas à une scène du What the Fun, tu sais que tu vas avoir un micro, tu sais que tu vas avoir du son, tu sais que tu vas avoir du public. C'est quand même génial et tu sais que tu vas pouvoir tester dans un endroit où tu peux tester des choses. Au début, quand j'ai commencé, par exemple, j'ai testé des sketchs en festival devant 300 personnes parce que t'es obligé. C'était le seul endroit où tu pouvais jouer, mais c'est pas l'endroit prévu pour. Et donc c'est une chance inouïe de pouvoir faire ces scènes-là. Il n'y a pas que le What the Fun, faut quand même le souligner, mais c'est quand même une chance folle de... Moi, je sais que je reçois un message pour me dire tu vas jouer là. J'y vais sans aucune inquiétude de est-ce que des gens vont m'écouter, est-ce que la qualité du son, je m'en fous. Tout ce que je dois m'occuper, c'est mon sketch. Ce qui est quand même une chance folle de se dire juste moi, je dois m'occuper de mes 7 minutes de passage et c'est tout. Le reste, je le laisse au What the Fun sans inquiétude. C'est une chance de dingue en fait. Voilà. C'est très lent. C'était l'instant complet. Rendez-vous compte les jeunes qu'il y a des gens qui ont travaillé pour en arriver. Alors après avoir envisagé comme nom le Bifunny ou le Soir rigolo. Oh là là. Vous décidez sur le nom du What the Fun. Il n'y a pas eu Soir rigolo, c'est la traduction de Bifunny. Mais c'est vrai que vous avez les deux options, What the Fun ou Bifunny. Mais donc vous avez décidé pour le What the Fun, parce que je pense que c'est une bonne idée. Vous avez créé un logo qui a été remplacé maintenant. Le premier What the Fun avec Emily Krohn, Ornella et Farah le 7 novembre 2015 se passe devant un public de 8 personnes un peu alcoolisées que vous avez trouvé dans la rue. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu en organiser d'autres après ce succès triomphant? Je pense qu'on avait déjà l'autre qui était prévu. Je me demande même si l'autre n'était pas prévu avant.
Donc l'autre, c'est le Floréo, bien évidemment. La première n'a pas eu lieu au Floréo, ça c'est un secret de Polichinelle. La première a eu lieu à Librius Bar, un petit bar étudiant, pas loin non plus. Et en fait, on avait déjà prévu de le faire l'autre au Floréo. Cette première était un peu difficile, mais on l'avait pas spécialement mal vécu. C'était un peu difficile, mais on n'avait pas non plus des énormes attentes à ce moment-là. Et puis celle d'après au Floréo, c'est extrêmement bien passé. Et du coup, en fait, on s'est installé au Floréo une fois par mois, quoi. Mais à l'époque, vous aviez du mal à avoir 6 humoristes pour faire un line-up. Bien sûr. J'ai même entendu que certains humoristes devaient parfois faire 2 passages pour qu'il y ait 6 humoristes sur scène. Enfin 6 passages. Et au fur et à mesure, l'effectif il a gonflé. Tu l'as dit, maintenant il y a 130 humoristes actifs. Et maintenant il n'y a plus assez de place pour tout le monde. En tout cas, il y a des gens déçus de ne pas pouvoir jouer chaque mois parce qu'il y a un nombre de places possibles et un nombre d'humoristes trop important. Comment ça se passe maintenant pour former un line-up et pour faire plaisir à un maximum de monde? Tous les mois, on sort un formulaire dans le groupe fermé des humoristes du What the Fun où tous les artistes qui veulent jouer le mois suivant indiquent leur disponibilité. Et voilà, ça c'est les 20 dates de ce mois-ci. Bah, moi, je suis disponible là. Et alors moi, je rassemble tous ces résultats et j'envoie à chaque MC, chaque responsable de salle, les artistes qui se sont proposés disponibles à leur scène. Au What the Fun, on compte énormément sur la collaboration avec les MC. Les organisateurs de scène, c'est vraiment de la co-organisation entre le What the Fun et eux. Je communique beaucoup là-dessus que respectez vos MC. C'est eux qui organisent les événements. S'il n'y a pas d'MC volontaire, il n'y a pas autant de What the Fun. Parce que moi, je ne peux pas être là sur tous les événements et organiser tous les événements. Si le Cabaret Mademoiselle, le Réservoir, la Porte Noire, toutes ces scènes-là fonctionnent bien, c'est parce qu'il y a un humoriste qui s'est dit, bah tu sais quoi, moi j'ai envie de faire un peu plus, pour des raisons, bah moi je veux monter sur scène, moi je veux plus monter sur scène, je veux être présentateur, je veux tester d'autres choses et tout ça, je veux accueillir des amis sur ma scène, créer mon univers, mais en tout cas, qui vont fournir un travail supplémentaire. Tu disais tantôt, bah moi j'ai qu'à venir et j'ai mon 7-10 minutes, je pense à rien. Le What the Fun, c'est aussi, et c'est beaucoup, les MC. Si tu arrives à une scène parce que c'est bien organisé, c'est parce que quelqu'un a travaillé avec l'établissement pour être sûr que ce soir-là, tout soit en place et que quand tu arrives, le micro il est testé, le son il est prêt, le public va arriver, la communication a été soutenue parce qu'il y a quelqu'un qui y a pensé. Moi je suis plus capable aujourd'hui de faire ce suivi-là, sur 20 événements par mois, et du coup la balle est beaucoup plus dans le camp du MC. Elle passe aussi dans le camp du MC pour ce qui est du line-up. Quand je dis à l'humoriste, bah voilà, ça c'est les 50 humoristes qui sont disponibles sur ta scène, le MC il regarde ça et dit ah bah tiens voilà, donc ceux-là ils sont déjà venus jouer chez moi ce mois-ci ou le mois passé, donc peut-être pas eux parce que moi je leur demande de la diversité et de la qualité. Voilà, le What the Fun a un label de qualité, il faut que la scène soit globalement bonne. On peut se permettre un ou l'autre wildcard, un ou l'autre humoriste qu'on connaît moins, qu'on sait pas, tiens, est-ce que machin bidule. Grosso modo, ça doit être bon, minimum bon, et ça doit être diversifié. Du coup, c'est aussi intéressant de leur expliquer qu'il faut pas faire un line-up de All-Star tout de suite, parce qu'après 3-4 line-up de All-Star, bah, t'as fait jouer tout le monde, et tu te dis, bah, voilà, équilibré et diversifié. Du coup, je leur explique juste ça, et ensuite, ils prennent, ils disent, ah, bah, tiens, oui, ça c'est mon pote, lui, je lui avais dit qu'il viendrait jouer. Tiens, elle, j'ai entendu qu'elle était vraiment bien, je l'ai pas encore vue, bah, ça va être ma wildcard de cette fois-ci, on va la mettre elle, machin bidule. Et chacun des MC fait en parallèle son line-up, et compare avec le reste des MC en disant, ah, bah, tiens, voilà, oui, c'est vrai que, bah, là, InnoJP, il joue quand même 7 fois ce mois-ci, et les autres, ils jouent beaucoup moins, tiens, on va peut-être diminuer un peu InnoJP pour remplacer l'un ou l'autre. Globalement, on essaie d'avoir un regard sur l'entièreté, mais on va pas non plus se cacher, c'est pas l'objectif de faire jouer tout le monde exactement le même nombre de fois. L'objectif, c'est d'avoir des scènes de qualité et d'essayer d'avoir un maximum de diversité d'artistes qui viennent. Si tu fais le calcul, une scène qui est mensuelle, elle va avoir lieu 10 fois sur l'année, une fois par mois. Ça fait 60 humoristes. Si je te dis qu'il y en a 120, 130 actifs, ils joueront de toute façon pas tous dans cette scène-là. Et ça, c'est normal. Les humoristes les plus performants jouent le plus. Parce que tu as envie d'avoir de la qualité, de voir évoluer. Et puis peu à peu, ces humoristes performants ont d'autres opportunités, évoluent et sont peut-être un peu moins disponibles, laissent la place à d'autres qui viennent après derrière, quoi. Et c'est un peu ce mécanisme-là. Donc les line-up sont maintenant dans la main quasiment totale des MC. Moi, je viens juste vérifier que ça se passe bien, qu'il n'y a pas un humoriste qui est aligné 3 fois de suite de la même manière sur la même scène. Je vais juste vérifier tout ça, mais les line-up sont organisés par les artistes eux-mêmes. Ok, mais donc une fois que les MC organisent leur line-up, ils doivent regarder aussi à faire une diversité au niveau des styles d'humour, je suppose. Oui. Essayer d'avoir une mixité. Oui. Okay. C'est important pour nous d'avoir une mixité. Le rêve, c'est bien sûr de considérer que les humoristes n'ont pas de genre et que du coup, tu pourrais aligner n'importe qui sans avoir regardé le genre parce que naturellement, t'auras de tous les genres.
malheureusement n'est pas encore là parce que sur le marché, tu comptes, il y a beaucoup plus d'humoristes hommes que d'humoristes femmes qui ont le niveau du What the Fun. On en est encore là, ça évolue dans le bon sens, mais on est encore en retard. Et en termes de diversité, de genre, mais aussi de style, en fait, simplement, c'est important de pas mettre que des humoristes qui vont être dans du gros punch. Tiens, je vais mettre un peu de punch, un peu d'humoristes un peu plus verbeux, qui vont plus être sur le jeu de mots. Je vais mettre un peu plus d'humoristes qui sont dans quelque chose qui est proche du personnage. C'est important de mélanger parce qu'il y a toujours des gens aussi qui viennent découvrir le stand-up à nos scènes. Ça, c'est magique. Il y a toujours des gens qui découvrent le stand-up. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans pour découvrir le stand-up que maintenant? Et du coup, qui vont peut-être ne pas apprécier un style, alors autant s'assurer qu'il y en ait plusieurs. Mais vous organisez une soirée spéciale humour noir pour vraiment les fans d'humour noir? Ouais, moi j'aimerais beaucoup organiser plus régulièrement des soirées thématiques. Je cherche un petit peu les thématiques. Avec certains, on pense à certains types, tu vois, on s'était dit, tiens, revenons sur la soirée humour noir. Sur l'humour noir, c'est facile. Les gens comprennent que ça va être de l'humour un peu plus trash, on va un peu plus jouer avec les limites, on va se mettre bien. C'est important de dire que c'est pas non plus une scène où on peut se permettre de tout dire et de balancer des crasses. L'humour noir, c'est l'humour noir qui fonctionne, c'est l'humour très intelligent, c'est l'humour qui joue avec les limites avec une grande intelligence et une grande connaissance de ce qu'on vient se moquer. Ça, c'est très important de le dire. Et du coup, l'humour noir, bah, ça se vend assez bien parce que même si tu comprends pas ce que je viens de dire, t'entends humour noir, humour trash, je vais aller, il y aura quand même un peu plus de blagues sur des trucs un peu plus ça va me plaire. Du coup, ça c'est facile. Tu sais aussi que si t'aimes pas l'humour noir, c'est pas l'endroit où tu y vas et c'est très bien. Quels sont les autres genres, les autres styles d'humour qui sont aussi clairs que l'humour noir? Je dirais l'absurde. C'est le suivant, pour moi, l'absurde, mais pour nous, il est clair. Pour le public, je pense pas que l'humour absurde est aussi facilement identifiable. Et alors, liste-moi des humoristes qui font de l'absurde en Belgique dans le groupe du What the Fun. Gaëtan Delferrière. Oui, tête de liste, ça, Florent Losson. Florent Losson un peu dans le truc. T'en as pas 10 qui viennent naturellement. Non. Tu vois, l'humour noir, t'en as, tu vois. Il y en a qui en pratiquent par touche. C'est ça. J'ai des trucs un peu absurdes. Oui, tout le monde fait un petit peu d'absurde dans cette... Mais alors, c'est difficile de faire vraiment une soirée humour absurde, tu vois. Et c'est pareil, en fait, j'aimerais beaucoup qu'il y ait, à côté de la soirée humour noir, une soirée absurde ou une soirée musicale ou une soirée quelque chose qui vient, un nouveau humour musical. Bah, tu prends Salva, tu prends Momo et Tocard, et puis tu prends Étienne Serc, s'il sait revenir s'il sait rejouer, et c'est tout. Tu peux pas non plus faire une soirée comme ça mensuelle, quoi, tu vois. Donc j'aimerais beaucoup faire d'autres soirées, mais je cherche, à nouveau. Vous êtes un humoriste, vous voulez devenir MC, et vous êtes justement capable de tirer une catégorie particulière, bah venez vers moi, on en parle et on crée une scène, quoi. Parce que c'est pareil, hein, je parlais des opportunités, venez avec vos opportunités. Les MC, c'est rarement des gens que j'ai été chercher moi-même. Au tout début, ça l'était. Au tout début, on allait chercher des humoristes. Bah voilà, Raph et moi, on était dépassés. On avait d'autres salles. On a motivé. Les premiers, c'est Émilie Krohn et Dave Parker, qu'on a motivé, avec qui on a un peu défini ce que c'était que les responsabilités d'MC. Et puis, ils sont venus après, je pense que c'est Étienne Serc et Dena. Et on a un peu cadré ce que c'était que ce rôle-là. Et ça a bien évolué. Mais les derniers sont des gens qui sont venus. Ah bah tiens, regarde, j'ai une super scène à cet endroit-là. J'aimerais bien être MC. Bah oui, tu viens avec le projet et tout. Moi, je vais venir t'encadrer pour que tu sois un bon MC. Mais moi, je suis plus capable d'aller chercher les belles scènes, en fait. C'est difficile à trouver. Alors que si toi, justement, t'es pote avec le patron du machin du truc ou du serveur qui connaît le truc, c'est plus facile de passer directement par toi. Hop, tiens, viens, on fait ta scène et on y va, quoi. Alors, au départ, le but, c'était de pouvoir jouer plus. Comment la transition, elle s'est faite entre être des humoristes qui veulent jouer un maximum et être maintenant des organisateurs, donc toi, un organisateur, qui joue de temps en temps, ou qui... Tu joues encore de temps en temps? De très temps en temps. De très temps en temps. Comment la transition, elle s'est faite? Alors, au début, le MC était aussi un humoriste sur scène. Parce que tu le disais, au début, on avait du mal à faire un line-up complet. Il y avait 8 à 10 humoristes lors de la première saison. Tout le monde n'était pas forcément disponible à la même date. Et du coup, en fait, le MC lui-même comptait sur le line-up. Il faisait un sketch à un moment. Peu à peu, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace que le MC soit uniquement un présentateur. Ça créait un rôle tout à fait différent dans l'œil du public. Et de toute façon, le MC qui faisait un sketch était toujours moins apprécié que le même gars qui faisait ce sketch sans être un MC, parce que le public voit le présentateur qui essaye de faire quelque chose, quoi. Et du coup, ça a évolué comme ça. Le rôle de MC s'est peu à peu détaché du rôle d'humoriste. Et moi, qui suis peut-être un peu plus dans l'impro, qui est peut-être un peu moins à l'aise avec le texte écrit et connu par cœur, peu à peu, je préférais même être MC que d'être humoriste. Et au fur et à mesure, en fait, de me rendre compte que il fallait d'autres MC pour tenir des scènes et tout ça, il fallait un peu
coordonner, il fallait passer du temps. Je prenais tout mon temps libre. À nouveau, à l'époque, j'avais un temps plein d'informaticien. Je prenais tout mon temps libre à faire des comptas, à faire des line-up, à faire de l'organisation, à contacter des bars. J'avais plus forcément le temps d'écrire du nouveau texte ou de répéter et d'arriver sur scène. Je suis arrivé sur quelques plateaux où j'étais pas bon et où je me suis dit, en fait, c'est parce que tu ne te mets pas le temps, tu ne travailles pas assez pour ça. Si c'est pour ne pas travailler correctement, alors ne monte pas sur scène. Et du coup, j'ai eu peu à peu cette transition-là, où je montais sur scène qu'à des moments où j'étais capable d'être sûr que j'allais travailler mon texte et j'allais venir. Et peu à peu, c'est la quantité de travail d'organisateur qui a fait de moins en moins de place au temps libre de l'écriture et du travail de répétition. Et je me suis rangé naturellement en tant qu'organisateur. Alors moi, je me pousse maintenant aujourd'hui à monter sur scène occasionnellement pour me reprendre un kiff, pour me rappeler pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pour me marrer avec les humoristes, pour aussi me présenter avec les jeunes humoristes en tant que moi aussi un humoriste. C'est aussi beaucoup plus chouette. Il y a des jeunes humoristes qui me voient comme cet organisateur et qui disent c'est Rudy qui organise, voilà, c'est monsieur organisateur, monsieur what the fun. Mais après, quand je viens sur scène avec eux jouer et que je fais un beat, que je rate une blague ou quoi, ça me permet de retrouver un peu ce rôle un peu, oui, mais moi aussi je suis un humoriste, moi aussi je fais ça, parle-moi comme si j'étais ton égal, quoi. Et ça me plaît aussi beaucoup, quoi. Donc je dois me sortir un peu la tête du cul pour aller me forcer à monter sur scène, et quand je le fais, c'est toujours un plaisir. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu as vraiment dû décider, je vais être plus organisateur que humoriste? Parce que tu aurais pu tout à fait te dire, j'arrête d'organiser des scènes, je concentre parce que je ne prenais plus le temps de le faire. Ouais. Tu aurais pu avoir cette décision de se dire, moi ce que je voulais c'était jouer, j'arrête d'organiser. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu t'es dit, non, moi ce que je préfère c'est organiser? Je pense que naturellement, je suis un papa. J'ai un truc, je le gère, je vérifie que tout est bien, je suis un peu obsessif, genre est-ce que tout est bien fait, est-ce que tout machin. J'aurais eu du mal à le laisser faire un projet ou à me dire j'arrête d'organiser, ça va se développer et tout, alors que je le faisais comme moi je pensais qu'il fallait que ça soit fait. Donc non. Et puis il y a eu ce moment où on a eu cette grande discussion avec Raphaël en se disant le What the Fun est en train de devenir plus qu'un simple hobby. Il y a eu la phase où on a dû le transformer en ASBL parce qu'il y avait de l'argent qui tournait, c'était important de pouvoir vérifier que tout soit legit. Mais il y a eu aussi le truc où à un moment, on s'est rendu compte, et Raph me l'a dit, moi c'est pas mon plan carrière. Mon plan carrière c'est de devenir diplomate. Et là alors il y a eu cette question chez moi qui était informaticien de l'autre côté, qui était heureux dans mon petit truc d'informaticien, mais c'était pas ma passion. Et là je me suis dit, oui en fait ça pourrait devenir. Et alors là, pour que le What the Fun devienne mon job, fallait que ça soit organisé. Et du coup, là, je devais devenir l'organisateur pour que le What the Fun devienne mon job. De toute façon, moi, j'ai jamais eu de rêve de faire une carrière d'artiste. J'aime bien monter sur scène, j'aime bien présenter des trucs, j'aime bien ça, mais vivre la vie de tourner, hors de question. Moi, je suis un pantouflard, je suis chez moi, j'ai besoin de mon lit. Maintenant, j'ai ma femme, mon fils, j'ai envie d'être chez moi, j'ai pas envie de me balader, quoi. Mais donc, après le Floréo, vous avez démarché d'autres endroits, comme le Black Sheep, qui est resté depuis la saison 2. Ouais. Mais ensuite, vous avez testé beaucoup d'autres lieux, certains avec succès, d'autres moins. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes régulier dans plusieurs lieux, comme le Cabaret Mademoiselle, l'Entrepote, le Jardin Passion, la Brouette, l'Os à Moelle, le Réservoir, le Cercle des Voyageurs, où vous organisez les open mic de Bilal. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ces lieux-là sont restés plus que d'autres? Pour qu'un projet fonctionne dans un lieu, il faut qu'il y ait une excellente collaboration entre le lieu, le MC et le What the Fun. De base, il faut que le lieu soit apte à accepter un spectacle. Et alors, on travaille ensemble à le faire. Est-ce qu'il y a bien une petite scène? Est-ce qu'il y a bien un petit peu de matériel? Est-ce que on va pouvoir toucher un public? Est-ce qu'on va pouvoir ramener les gens? Est-ce que quand les gens seront là, ils seront là pour le spectacle? Et tout ce travail-là, on essaie de le mettre en place. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Qu'est-ce qui va pas marcher? Plutôt prenons la question dans ce sens-là. Des choses qui n'ont pas marché, c'est quand par exemple la personne qui est intéressée par créer ce genre d'événement dans le bar a un regard extrêmement pécunier. Alors là, on est vraiment sûr, il faut que les gens consomment, il faut que les gens viennent à l'avance, il faut que les gens mangent, il faut que machin. Et dans l'autre sens, il va économiser à fond sur ce qu'il nous redonne. Parce que, précisons-le, au What the Fun, les bars payent le What the Fun pour venir jouer. Ça, c'est quelque chose de très important, que j'aime toujours aussi rappeler à ceux qui créent des petits projets de scène. Quand vous amenez un événement dans un lieu, vous vendez un service. Comme un groupe de musique qui vient créer une animation musicale, le bar profite d'un service artistique qui est réalisé, qui rend le bar
plus intéressant, plus attractif, qui fait découvrir le bar à des gens qui ne connaissent pas le bar. Ça, on a fait beaucoup. Il y a des gens qui vont dans les bars du What the Fun parce qu'ils ont été voir un What the Fun. Oh, oui, je connais, à Flagey, il y a ça, je vais y aller. Je vais aller au Black Sheep parce que c'était sympa quand j'ai été au What the Fun. Clairement, moi, je vais à Bruxelles, c'est pour les scènes du What the Fun, je serais jamais allé boire un verre à Bruxelles. Et du coup, en fait, on rend service au bar, donc c'est un échange commercial. Et du coup, quand vous créez une scène, c'est normal que vous demandiez au bar une part du gâteau. La part du gâteau, elle est à négocier avec l'établissement, mais en gros, l'établissement va faire plus de chiffres grâce à vous. Bah, c'est normal qu'il vous rétrocède une part de ce chiffre-là, d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a toute une série de négociations à réaliser. Mais par exemple, un bar qui voit son chiffre d'affaires évoluer et qui ne veut rien rétrocéder au What the Fun, bah, désolé, c'est pas correct, nous on s'en va, c'est pas ça qu'on veut faire. Autre chose qui ne va pas, c'est quand malheureusement le public qui vient n'est pas dans un confort suffisant pour regarder le spectacle. On a eu des bars où la cuisine faisait énormément de bruit, où l'équipe du bar faisait énormément de bruit, et où on avait beau dire, bah les gars, si vous ne faites pas attention, le spectacle en pâtit, du coup on fait pas le spectacle. Ah bah oui, mais la cuisine doit fonctionner. Bah si la cuisine doit fonctionner, bah le spectacle n'a pas lieu là. Tu vas bien travailler avec des lieux dans lesquels tu vas trouver face à toi quelqu'un qui veut créer un événement de spectacle avec toi. Et qui va dire, ah, ok d'accord, mais moi c'est important que la cuisine elle tourne, mais alors peut-être qu'en fait on dirait aux gens, venez manger à 19h, et puis le spectacle à 8h30, il n'y a plus de cuisine. Ah bah oui, bah voilà, là on va pouvoir... Et alors on fait de la communication sur les événements, venez prendre un bon burger au Black Sheep, vous allez voir c'est trop bon et tout, faut réserver pour avoir une bonne table, et on s'arrange en fait pour trouver un win-win, pour que à la fois le spectacle se passe dans les meilleures conditions pour les artistes et pour le public, hein, parce que quand le matos est de la merde et que le barman ne veut pas changer le matos parce que ça coûte trop cher d'acheter un nouveau micro, bah désolé, ciao, on peut pas le faire. Et du coup, il faut vraiment que tous les éléments soient alignés pour que ça se passe bien, et si on n'est pas respecté, eh ben on ne le fait plus. Mais alors, on m'a posé la question sur Instagram, mais comment est-ce que vous choisissez les bars dans lesquels vous allez jouer maintenant, depuis l'affaire Balance ton bar? C'est vrai qu'on essaye de faire plus attention avec qui on travaille. C'est un réflexe qu'on doit prendre et qu'on n'avait pas, de screener un petit peu les bars avec lesquels on travaille. Quand un nouvel établissement vient, et on a fait l'erreur, je peux en parler, on a fait l'erreur avec un établissement à l'hippodrome de Boisfort, qui avait une sale réputation en fait, et on ne le savait pas, qui avait pris des actions racistes envers certains de sa clientèle qui ne voulait pas voir comme sa clientèle. Et on n'avait pas screené. Et de la même manière que quand Balance ton bar est arrivé, ben, on n'avait jamais screené nos bars sur ce genre de choses-là, quoi. Maintenant, c'est un réflexe qu'on doit prendre, et j'avoue que c'est pas encore bien établi, mais si jamais il y a un établissement dans lequel, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est amoral, qui n'est pas éthique, qui n'est pas responsable, faut pas hésiter à venir vers nous, parce que c'est pas notre volonté de le faire. Quand on a un nouveau bar qui arrive, maintenant, on essaie un peu plus d'étudier le marché autour de ce bar-là. Ça inclut sa géolocalisation, quel public on va pouvoir toucher, mais aussi quel est l'historique de ce bar et qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Mais en tout cas, tous les lieux dans lesquels vous jouez pour le moment, c'est vraiment des lieux chouettes à venir jouer, donc je vous conseille vraiment d'aller partout. Il n'y a que le Black Sheep où je ne suis encore jamais allé. Non ? Mais je ne suis jamais allé en jouer. Ok. J'ai déjà été voir des spectacles parce qu'ils organisent parfois des spectacles en anglais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le seul lieu où je suis jamais allé parce que c'est toujours un jour où je travaille. C'est le seul lieu où je suis pas encore allé. On m'en dit beaucoup de bien en tant que quand t'es sur scène, quoi. C'est une super scène. Mais toi, parmi tous les lieux dans lesquels vous avez joué, quel est ou quel a été ton préféré? Moi, pour jouer moi à titre personnel, Los Samuel, c'est mon préféré. Moi, j'aime bien prendre de l'espace sur scène. J'aime bien à nouveau ce rôle de présentateur. Et je trouve qu'à Los Samuel, d'avoir cette petite scène avec un vrai éclairage professionnel et un public en face qui est le public de Los Samuel est très généreux, très content d'être là et tout. Moi, c'est ma scène préférée, c'est Los Samuel. Là, t'as devant 80, 100, 120 personnes en fonction de l'affluence, avec du bon matos, avec une très bonne énergie. T'es dans une cave, les gens picolent, interagissent. Pour moi, ça, c'est ma scène préférée pour jouer. En tant qu'organisateur, c'est plus difficile à dire. Non, en tant qu'organisateur, c'est trop difficile à dire. Mais Los Samuel, c'est vraiment un chouette lieu pour jouer. J'ai eu l'occasion de faire un 30-30-30 avec Sacha Ferra et Florent Leçon. Là-bas, c'était vraiment très très cool. Merci à Sam qui organise là-bas. Ouais. Vraiment cool. Alors rapidement, vous avez développé le rôle de MC. Donc ça, tu l'as expliqué tout à l'heure, que vous n'aviez pas au tout départ. Parmi les MC, qui est le meilleur dans ce rôle? Oui, il y a des questions pièges au milieu. Ah aussi. oui, là... Il y a différentes qualités dans un MC. Il y a différentes qualités dans un MC, si tu vois le MC sur scène ou si tu vois le MC organisateur, tu vois. Et puis
t'as les MC qui s'imprègnent réellement de leur lieu. En fait, je devrais ouvrir mon panneau de tous mes artistes ici, comme ça je me suis sûr de ne pas en oublier. Mais en gros, tu vas avoir des artistes comme Dena, qui au Cabaret Mademoiselle a vraiment créé une identité forte de son personnage. C'est très difficile d'imaginer, quand Dena n'est pas là, d'avoir quelqu'un d'autre qu'elle pour présenter cette scène-là. Il y a vraiment un showwoman qui est là et elle monte sur scène, elle est chez elle, elle n'a pas préparé grand-chose, elle est dans l'interaction et tout, et ça marche super bien en tant que présentatrice. T'as des MC qui vont être très bons en cas de stress, de problèmes. Team Private à l'Entrepode, cette saison-ci, on a eu que des merdes de technique. Il y a eu des problèmes de micro, il y a eu Simon Lepers qui a versé une bière sur le baffle sans le faire exprès, et à chaque fois il y avait une couille organisationnelle. L'Entrepode, c'est pas une vraie salle de spectacle, c'est vraiment fait de briques et de broc, l'ambiance est incroyable mais c'est un petit peu plus difficile à maintenir, et Team Private en tant qu'organisateur à cet endroit-là a fait du super bon travail. Tu prends Étienne Serc en tant que présentateur, je l'ai vu retourner des scènes qui partaient très mal. Je l'ai vu reprendre un public qui était choqué parce que il y a un peu plus de temps, ça arrivait qu'on fasse passer un artiste qu'on n'a pas checké avant et qui fasse un passage horriblement nul, voire grossier, voire raciste, et d'avoir quelqu'un comme Étienne Serre qui, un peu à la manière de Bilal est très très bon là aussi là-dessus, qui peut réexpliquer ce qu'on est venu voir, ce qui se passait, et de reprendre le public dans sa poche en disant bah les gars, en fait on est là pour rire, et venez on va rire, et puis bam, il reprend les gens pour rire quoi. Juan aussi, qui est plus récent, qui est aussi un très bon MC en tant qu'organisateur, parce que lui aussi, quand il y a une merde, il va être carré et il va s'assurer que tout se passe bien au mieux pour que autour de l'organisation, j'ai pas besoin moi de venir derrière lui parce que je sais que ça va tourner quoi. Tous les MC avec lesquels je travaille font du super bon boulot, ça c'est très très chouette. À nouveau, remerciez vos MC, le What the Fun c'est les MC du What the Fun, c'est des gens qui font du taf de dingue et qui font vivre la plateforme. Tu n'as pas cité une personne en particulier, mais tu as réussi à mettre des compliments à plusieurs personnes. Ça c'est le travail. Quel professionnel, parce que même moi j'étais content de ta réponse. Alors après, vous avez commencé avec la saison 3 à créer des ponts avec la Suisse et le Comedy Club, puis bien plus tard, vous avez créé les soirées What the Fun sans frontières en partenariat avec le théâtre de la Toison d'Or, dans lesquelles vous avez reçu des artistes super talentueux comme Alexandra Pizzagalli, Jason Broker, Julien Santini, Nordine Ganzo, Thibaut Agoston, Reda Sadoui et plein d'autres. Je vais en oublier si je les cite tous, donc je vais éviter de le faire. Pourquoi cette envie de créer des ponts à l'international alors que vous avez un truc en Belgique qui fonctionne bien? L'idée c'était pouvoir en fait créer des rencontres. J'ai l'impression d'être le scribe dans Astérix. De créer des rencontres. De pouvoir en fait avoir des artistes qui se rencontrent et qui se créent des ponts entre eux. C'est pas tant une question de créer vraiment des collaborations à l'étranger et de venir faire un What the Fun en Suisse et un What the Fun à Paris et un What the Fun ceci cela. À nouveau, moi j'ai pas envie de partir de chez moi, donc ça m'intéresse pas. L'idée en fait c'est de faire venir des artistes professionnels et reconnus et des artistes en développement de France, de Suisse, de francophonie et de leur dire bah regardez, ça c'est la Belgique, ça c'est ce qu'on fait en Belgique, regardez comme vous êtes bien accueillis et tout ça, pour que quand eux ils rentrent chez eux à nouveau, ah What the Fun c'est bien. Mais surtout c'est de faire rencontrer, parce que sur ces scènes là c'est jamais question de faire venir que des étrangers, c'est de faire venir mélanger et des rencontres entre des artistes belges et des francophones de l'international. Et du coup, en fait, que la personne qui a joué au Stand Up Sans Frontières avec Alexandra Pizzagalli ou avec Thomas Wiesel, quand l'humoriste belge qui a joué sur cette scène-là a l'occasion d'aller à Paris ou en Suisse, puisse envoyer un DM en disant « Ah bah tiens, tu te souviens, on a joué ensemble, Stand Up Sans Frontières, je serai là à tel moment, t'as pas une scène ou quoi à me proposer ?» Et en fait, ça marche beaucoup mieux qu'un DM random qui vient « Et en plus, j'ai une vidéo, donc je t'envoie ma vidéo YouTube pour savoir si je peux jouer sur ta scène. » J'ai pas envie de regarder ta vidéo YouTube, c'est chiant, moi je le fais pas. Moi je le fais pas avec des humoristes étrangers qui viennent. Par contre, des humoristes belges qui jouent à Paris et qui me disent « Lui, je l'ai vu à Paris, on a partagé une scène, il est trop bien. » Tu viens direct parce que t'es validé par un des humoristes de chez moi. Du coup, c'est plus ça, c'est du copinage entre humoristes que j'ai envie de créer, parce qu'alors le belge est accueilli partout et l'humoriste belge, le stand-up belge continue de se développer, quoi. Moi, ça m'arrange parce que comme ça, les artistes viennent en Belgique. Oui, en fait, je me suis souvent dit que je devrais te faire payer une taxe ou quelque chose comme ça sur tous les humoristes que tu interviews grâce à moi, quoi. Ouais, moi, je me suis déjà dit la même chose parce que je pense que le What the Fun est cité dans pratiquement chaque épisode. Très important, très important. On est sponsor gratuit. C'est ça. Donc, je crois que ça va. On se renvoie la balle, en fait. Et donc, vous avez lancé des concepts aussi comme les soirées humour noir, les soirées bilingues, les sit-down, c'est-à-dire des soirées de roast autour d'un artiste, ou encore les soirées du labo. Vous avez multiplié les scènes et les lieux. Parmi toutes les scènes organisées,
c'est quelle serait la meilleure et la pire? Wow, donc auquel tu as assisté du coup. Alors il y en a une qui sort du lot pour moi dans les meilleures. C'était un Beckett's, ce bar irlandais de Louvain-la-Neuve où on organisait des événements et où on jouait devant un public étudiant dans un bordel monstre. Il y avait 80 personnes qui causent. Enfin, c'était une scène très rock'n'roll. Et j'ai PE qui m'envoie un message et qui me dit: ah bah tiens Rudy, en fait tel jour il y a Pierre-Yves Roy Desmarais et Samuel Boisvert qui sont de passage et qui aimeraient bien venir jouer en Belgique. Qui sont deux humoristes québécois exceptionnels. Voilà. Pierre-Yves Roy Desmarais, il est devenu incroyable encore plus maintenant. C'est lui qui a eu 3 prix des Olivier cette année-ci. Des Olivier, c'est ça. Incroyable. Il a fait un sol de 10 minutes dans une salle vide pendant le Covid qui est incroyable, je trouve. Oui. Qui est vraiment incroyable. Tu vois, comme quand je regarde quand même du stand-up. Et du coup, en fait, PE me dit: bah tiens, ils sont de passage. J'ai pas compris qu'est-ce qu'ils faisaient en Belgique. En fait, ils jouaient en France et ils voulaient absolument faire une date en Belgique. Et je pense que le Kings n'avait pas de disponibilité à ce moment-là. Et je pense que dans leur tête de Québécois, aller sur une capitale européenne, c'est normal qu'il y ait des comedy clubs. Alors qu'il n'y en avait pas, tu vois. Et du coup, je dis: oui, mais j'en ai une à Louvain-la-Neuve, on va faire ça. Ah, ok, très bien. Écoute, je peux monter sur scène aussi. Je dis: bah oui, PE, très bien, machin. Puis je reçois un SMS. Tiens, Thomas Wiesel est dans le coin et du coup, ça l'intéresserait de les voir. Est-ce qu'il peut monter sur scène aussi? Je dis: bah oui, allons-y, quoi. Et au final, t'avais donc les deux Québécois, PE, Thomas Wiesel, Dena et Adèle, qui étaient sur cette scène-là, qui s'est passée au Beckett's, et qui était pour moi une scène où les gens auraient dû payer 30 balles pour voir une scène pareille avec tellement de talent, qui était gratuite devant des gens qui avaient jamais vu de stand-up dans leur vie, et qui a été incroyable en termes de qualité, avec des gens vraiment... Ça, c'était vraiment quelque chose d'un peu magique, et qu'il faut pas reproduire, parce que ça tue le marché de faire des scènes gratuites comme ça, c'est pas possible. Ça, pour moi, c'était une scène assez magique. Je pense que la première, le What the Fun 100, le What the Fun 200 était techniquement plus difficile. Le What the Fun 100 était vraiment quelque chose d'un peu magique parce que là, avec Raph, il y avait un aboutissement de quelque chose. On était dans les Halles Saint-Géry devant plein de gens qui étaient venus voir parce que ils avaient répondu présent à un projet qui paraissait un peu fou. Et là, il y avait quelque chose aussi de certaine fierté d'en être arrivé là. Les mauvaises scènes, des scènes qui étaient vraiment mauvaises, les humoristes en ont probablement plus d'idées que moi. Parce que je veux dire, quand tu fais un four, tu le sens très très fort. Quand tu organises mal, c'est plus rare, quoi. Que vraiment, enfin, tu vois, genre, une soirée qui s'est peut-être passée moins bien, oui, bien sûr. Une soirée peut-être avec moins de monde, oui, bien sûr. Des soirées difficiles, certains lieux qui n'étaient pas 100% derrière le projet, avec qui c'était la dernière à cet endroit-là, et qu'on a bien senti que c'était la dernière à cet endroit-là, parce que ça n'intéressait pas, mais j'ai peut-être pas forcément l'idée d'une scène sur laquelle vraiment j'en fais des cauchemars, quoi. Dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble, à l'époque... Tu vois, t'as les réponses. Pourquoi je réponds? Non, mais parce que moi j'ai les réponses, mais les auditeurs non. Il y avait une anecdote de Raph qui expliquait ça, c'était Guillermo Guise et Jason Brokers qui venaient, qui sont passés par là, ils se sont dit: est-ce qu'on peut jouer? Et en fait non. Ça c'était à la Maison du Peuple, Parvis Saint-Gilles, c'était aussi une scène assez rock'n'roll, c'était un chouette endroit où il y avait vraiment... il y avait un peu de technique, c'était pas hyper complet en termes de technique, mais les premières scènes qu'on a fait là-bas étaient très chouettes. Mais rapidement, en fait, c'est un très très long bar. Et les soirées suivantes, il y avait beaucoup de bruit à l'arrière, beaucoup de gens qui venaient. C'est un bar qui attire beaucoup de monde. C'est ça aussi qui est très important quand tu trouves un lieu, c'est d'y aller un jour où les gens vont venir pour ça. Et ça, c'est un très bon argument commercial. Je relie de nouveau à ceux qui font des scènes quand vous vendez un projet. Pourquoi est-ce que je fais le mardi au Black Sheep, par exemple? Parce que le mardi, normalement, le Black Sheep, il est fermé. Et du coup, en fait, toute cette clientèle qui vient, elle ne vient que pour le What the Fun. Donc, déjà, il n'y a personne qui va te casser les pieds. Mais en plus, tu prouves au bar que c'est tout du chiffre supplémentaire. Donc, allons-y. Et du coup, oui, ce soir-là, à Maison du Peuple, au Parvis Saint-Gilles, il y avait énormément de bruit à l'arrière. C'était très difficile de maintenir la concentration. On galérait sur scène et il y a Guillermo Guise et Jason Brokers qui sont arrivés à l'arrière de la scène, qui ont vu et qui ont fait: oui, en fait, non, on n'a pas trop envie de jouer ce soir finalement. Mais je dirais pas que c'est une mauvaise scène. C'était rock'n'roll, ça fait une belle anecdote. Moi, je fais pas des cauchemars là-dessus. Mais je trouvais l'anecdote sympa et je me suis dit: je l'ai dans l'épisode de podcast qui ne sortira jamais. Je voulais qu'elle soit pour le monde public. Je pense que c'est Raph qui la vit vraiment difficilement, celle-là. À partir de la saison 4, vous avez lancé des captations, donc des enregistrements en bonne qualité des passages des artistes du What the Fun. Pourquoi ces captations sont importantes pour les artistes? Ça va dans le rôle toujours de mettre en avant les stand-uppers belges.
Aujourd'hui, quand tu veux aller dans un festival, quand tu veux te présenter quelque part, quand tu veux avoir de la crédibilité, avoir un bel extrait capté, avec beaucoup de vues, où on entend bien les rires et tout ça, est vraiment important. C'est une carte de visite très importante. Mais tu n'es pas forcément capable, en tant que jeune humoriste, de pouvoir produire quelque chose de cette qualité-là. Aujourd'hui, c'est facile de pouvoir mettre son smartphone sur un pied pour filmer un peu. C'est cool pour faire un reel sur Instagram ou TikTok. Mais si tu veux un truc un peu plus professionnel sur une vraie scène, il faut directement 2 caméras, il faut un peu de montage, il faut un peu de technique, quoi. Donc notre envie, c'était simplement à nouveau de mettre en avant sur les réseaux des artistes et de leur offrir une visibilité supplémentaire, parce que avec cette carte de visite là, ils allaient pouvoir obtenir plus de dates, plus de choses et tout ça. Donc ça reste un peu un des projets que j'aime bien faire gratuitement. Les humoristes ne payent pas pour ces captations-là. C'est vraiment de l'argent que le What the Fun investit pour les mettre en avant. Ça fait du contenu sur les réseaux, c'est important, ça crée de la visibilité, mais l'objectif à nouveau, c'est qu'ils aient une carte de visite facile à pouvoir utiliser ensuite, quoi. Ok, mais c'est vraiment des belles captations. Moi, j'ai adoré pouvoir voir les extraits. Souvent, c'est des artistes du What the Fun dont je connais déjà les sketchs quand tu fais les scènes avec eux, mais c'est vraiment un truc génial à pouvoir partager. Enfin, c'est génial. J'ai fait assez de compliments dans le podcast. Ça va, c'est pas mal. J'en rajouterai quelques-uns. Ensuite, vous avez fait des chroniques radio sur Vivacité, des soirées de gala. Début 2020, toi, tu passes à mi-temps. Puis après, il y a une nouvelle opportunité qui se présente, c'est de devenir producteur de la série Les Anonymes. Ah oui. La série imaginée par Gaëtan Delferrière, Émilie Krohn et Florent Leçon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle aventure, car tu as vraiment dû créer avec Raph une boîte de production et développer des nouvelles compétences pour un rendu qui est vraiment cool. Je trouve que la série est vraiment chouette, encore plus la saison 2 que la saison 1. 2 est super. Et avec des invités incroyables, il y a plein d'humoristes, il y a Guillermo Guise, il y a Ino JP, il y a Elisa Delmoitier, Yacine Bellous, plein d'artistes géniaux, et il est vraiment un rendu cool. Mais comment toi, tu as vécu tout ça en tant que producteur et devenir producteur ? C'est cool parce que ça fait vraiment le fil rouge de l'épisode. C'est des gens qui sont venus avec une idée et qui ont dit tiens, en fait le What the Fun vous irait pas, parce que très simplement c'est la RTBF qui lançait un appel à projet et qui disait on veut des nouvelles web-séries, et pour pouvoir proposer une web-série, il faut une structure légale. C'est pas juste Gaëtan Delferrière qui y va et qui dit voilà, il faut qu'il y ait une structure parce qu'il va y avoir des fonds qui doivent pouvoir être justifiés et tout ça. Et du coup on dit tiens, est-ce que le What the Fun a envie d'être la boîte de prod, sous-entendu producteur exécutif, tu reçois le budget et tu dépenses l'argent comme il faut. Et on est rentré dans l'aventure parce que c'était une super opportunité. C'est un budget conséquent quand même de faire une web-série, même si c'est jamais assez. Ça se ressent dans la saison 1 qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Et c'était une super opportunité. Du coup, oui, on a créé une nouvelle structure légale, une boîte de production qui nous permet en fait, à côté de simplement produire des web-séries, de pouvoir aussi répondre à des appels, de pouvoir vendre des spectacles, de pouvoir faire toute une série de productions audiovisuelles. C'est de nouveau des nouvelles capacités qu'on a appris, et c'est vrai que le What the Fun, c'est que ça, c'est qu'apprendre. Raph et moi, on n'était pas dans le monde du spectacle professionnellement, donc c'est tous des trucs qu'on a développés et qu'on a appris. La saison 1 des Anonymes a été très riche d'apprentissage. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu des choses que le What the Fun a bien fait, des choses que le What the Fun a mal fait. Et on est sorti de là vraiment grandi avec une nouvelle expertise qui se ressent très fort dans la 2. Si tu veux, artistiquement, la 1, c'était un choix artistique conscient d'avoir ce cadre un peu pas lugubre mais un peu dépressif, un peu c'est la galère, parce qu'on voulait vraiment connecter avec les réunions des alcooliques anonymes, où c'est généralement dans un vieux gymnase et où tout est moche et où c'est triste, et c'était ce visuel là qu'on voulait. C'est juste qu'on s'est rendu compte qu'en termes de produits sur les réseaux sociaux, ça n'attire pas l'œil, c'est pas assez sexy. Et du coup, en fait, on a revu complètement l'image sur la saison 2. Derrière juste l'aspect artistique, il y a beaucoup d'apprentissage en termes de production et de concrétisation de c'est quoi le travail, c'est quoi les différents postes, comment est-ce qu'on réagit mieux avec un budget. Et on a pu faire une meilleure saison 2. Et puis ensuite, on a créé d'autres trucs qui sont venus après. Mais c'est toujours dans l'idée de répondre à un potentiel projet, d'apprendre des choses, quoi. Et est-ce qu'il y aura une saison 3 ? Malheureusement non. Malheureusement non, la RTBF ne veut pas nous suivre sur une saison 3. Le but de la RTBF dans les projets de web-série, c'est de développer et de donner sa chance à plein de jeunes talents, à plein de jeunes projets. Créer une saison 3 des Anonymes, en fait ce que nous on avait pitché, c'est une saison 2, 3. Parce que la saison 2 est tellement bien maîtrisée, pourquoi ne pas en faire une saison 3 ? Et c'est là en fait que la RTBF se détache en disant la RTBF, leur mission n'est pas de produire,
c'est de créer des opportunités. J'ai l'impression d'avoir un écho. Et du coup, en fait, ils se sont dit, bah, c'est super, vous maîtrisez votre truc, vous le faites super bien, mais maintenant, on va donner cette chance à d'autres. Et on va le faire autrement avec d'autres. Et on reviendra avec d'autres projets. On continue de pitcher régulièrement d'autres projets. Il y aura probablement d'autres web-séries à la RTBF produites par le What the Fun. Mais pour l'instant, il n'y a pas de saison 3 prévue avec les Anonymes. Ok. Bah donc j'invite les auditeurs à aller revoir les 2 premières saisons qui sont disponibles sur YouTube, sur la page du What the Fun, il y a les extraits également. Allez voir ça. Et il y a vraiment un épisode en particulier que j'adore, c'est les profs anonymes, qui me fait mourir de rire. Peut-être parce que je suis prof moi-même, voilà. Mais il y a vraiment quelques perles, quelques vannes incroyables. Et l'épisode avec Yacine Bellous, avec les voyageurs dans le futur, incroyable. Déjà rien que le fait d'avoir Yacine Bellous. Ouais, ça c'est trop cool. C'est déjà impressionnant. Les petites étoiles dans les yeux de Florent Losson et de Gaëtan Delferrière quand ils disent qu'ils ont enregistré un épisode avec Yacine Bellous, c'est aussi très beau. Mais ça, il faut les connaître personnellement pour le voir. Mais allez voir ça, franchement, il y a vraiment des petites perles dans cette série qui sont vraiment cool. Après, en mars 2020, la pandémie, elle force les artistes à arrêter toute activité sur scène. Comment la pandémie, elle a impacté le What the Fun et comment s'est passée la reprise? Donc il y a eu un peu cette espèce de recherche de comment créer du contenu malgré l'interdiction d'être sur scène. On avait la chance d'avoir fait quelques captations avant et puis d'avoir lancé le podcast, donc on a pu rester actif le temps de finir la saison. Et puis ensuite, ça a été très dur parce que c'était là, il y a eu tout ce qui s'est passé derrière le rideau. On s'est rendu compte que le statut d'humoriste n'existait pas vraiment en Belgique, que l'humour n'était pas statutairement un art. Quand en fait, lors du confinement, on a fermé tous les centres culturels et tout ça. Les danseurs, les musiciens, les comédiens ont été chercher leur prime de soutien parce qu'ils n'avaient plus d'emploi et du coup il fallait les soutenir. Le ministre de la Culture a mis en place des aides pour ces gens-là, super. Et quand les humoristes sont venus derrière en disant et nous, on nous a dit vous n'êtes pas des artistes. À ce moment-là, en fait, il y avait simplement un vide, un manque dans les décrets sur les statuts des artistes qui ne considéraient pas l'humour comme un art à proprement parler. Tu pouvais faire de la comédie d'humour, tu pouvais faire, j'imagine de la musique d'humour, mais tu ne faisais pas de l'humour. Et tous les humoristes que tu connais qui ont fait carrière en Belgique ont des statuts d'entrepreneurs en fait. Ils ont créé leur propre société, et c'est des auto-entrepreneurs qui vendent leurs produits. Du coup, il n'y avait jamais eu un besoin d'avoir des aides pareilles pour les artistes de l'humour, et il y a eu tout un travail qui a été fait par bien sûr la Fédération belge des professionnels de l'humour, portée par Vincent Taloche, dans lequel nous on a pu un petit peu participer aussi, dont le but a été de rencontrer les politiques et d'essayer de comprendre pourquoi on était là et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour en sortir. Et du coup, il y a eu pas mal de temps passé à essayer de faire évoluer le système, et aujourd'hui on est assez content parce qu'on va pouvoir être reconnus comme des artistes, et du coup en fait les humoristes qui s'engagent professionnellement dans ce chemin-là vont pouvoir aussi profiter de subsides, de primes, d'aides à la création comme d'autres artistes. Voilà, si vous voulez vous intéresser là-dessus, il faut aller sur culture.be où la ministre de la Culture envoie régulièrement des informations, des explications sur ça. Plus récemment, aujourd'hui, on parle par exemple du statut d'artiste qui est en train d'évoluer. Ça sort aussi de discussions de là. Donc le Covid a eu un impact à court terme, bien sûr, sur l'emploi et la difficulté chez tous les artistes, mais aura quand même débloqué quelques trucs qui vont peut-être être bénéfiques à tous sur le long terme, en termes de reconnaissance et de potentiels subsides pour développer, que ça soit des festivals, que ça soit des artistes, que ça soit des salles qui vont pouvoir se développer grâce à ça, quoi. Et au niveau du What the Fun vraiment lui-même, est-ce qu'il y a eu une période difficile où c'était dur de ramener des gens en salle, ou au contraire c'est reparti de plus belle et... Non, il y a eu beaucoup d'allers-retours, il y a eu beaucoup de fausses relances. C'était ça qui était très difficile parce que on parlait d'une relance et puis alors ça se faisait dans des conditions très difficiles avec de la distanciation dans les lieux, avec un minimum avec un maximum de personnes qui pouvaient rentrer. Donc tu jouais dans des salles très vides, dans des drôles d'ambiance, des fois avec masque, des fois sans masque, et puis hop on refermait tout et puis on relançait tout, et du coup en fait le nombre de fois qu'on a dû refaire de la communication, annuler la communication, créer des événements, annuler les événements, inviter les gens à venir, mais pas trop parce que tout le monde peut pas venir, ça a été très difficile et très long. C'est ça pour moi qui a été très fatigant. Une fois que c'était à nouveau en place, je pense que c'est surtout ici en septembre 2021 où il y a eu vraiment une relance assumée et totale. Il y a eu un petit risque
en novembre-décembre que ça se referme, mais finalement ça n'a pas été jusque-là. Et là, depuis, il y a eu vraiment un retour conséquent des gens dans les salles. Et au niveau des artistes, Kouz, dans son épisode, lui disait qu'il avait vu une amélioration du niveau, que les humoristes avaient travaillé pendant cette période, étaient revenus plus forts. Est-ce que toi, tu as constaté la même chose? Shirley Soignon, elle n'était pas d'accord avec ça, pour elle qui organise les scènes au Barbès Comedy Club. Est-ce que toi, tu as vu une évolution parmi les stand-uppers? J'ai vu une réflexion plus qu'une évolution. Il y a des artistes qui se sont posé la question de est-ce que c'est ce qu'ils avaient envie de faire. Il y a des artistes qui se sont posé la question est-ce que c'est un chemin professionnel concret. Il y a eu beaucoup de remises en question d'artistes qui se sont dit je vais peut-être arrêter, d'artistes qui ont arrêté. Donc moi j'ai vu beaucoup ça, une espèce de maturité aussi, de se dire tiens voilà, je m'embarque quand même dans un chemin qui n'est pas si facile. Si demain il y a de nouveau une pandémie, je me retrouve de nouveau sans emploi. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Une considération aussi de son temps, de son confort et de son travail. Je pense que les artistes professionnels et semi-professionnels ont beaucoup évolué dans leur réflexion sur leur propre statut. Après, en termes de sur scène, j'ai pas particulièrement vu une évolution générale. Il y a des artistes qui ont écrit, qui ont profité de la pandémie pour écrire, et ça se ressent, ils sont arrivés avec des nouveaux textes très forts et tout ça. Mais je vais pas dire que j'ai senti une tendance générale de la part des humoristes. Moi, je considère que c'est vraiment sur scène que tu évolues. Et du coup, sans scène, il y en a qui sont sortis avec des très bons textes, mais majoritairement, tout le monde avait besoin de remonter sur scène pour retravailler, quoi. Ok. Alors ensuite, donc Raph est parti vivre son rêve de diplomatie à l'étranger et t'as laissé les rênes du projet. Mais donc, il a un petit mot pour toi? Mais non. Raph t'a laissé un petit mot. Donc, on va écouter Raph. Je vais chialer, c'est ça? Peut-être pas. Après, tu peux, fais ce que tu veux. Hein. Coucou Rudy, c'est moi, ton rouquin préféré. Voilà, c'est Raph. Donc je sais pas si tu te rappelles de moi. C'est Raph. On avait lancé un projet ensemble il y a quelques années, toi et moi. Et voilà, ça fait maintenant 1 an que je t'ai confié les rênes du What the Fun. Ça fait 1 an. Et comme tu le sais, je reviendrai en Belgique en 2029. C'est ça. Alors ma question pour toi, elle est très simple. Le What the Fun en 2029, Oh, il a l'air de quoi? Quel est le gros projet? Quelle est la priorité? Où est-ce qu'on est? Où est-ce que toi tu es? Où est la structure? Où sont les artistes? Donne-nous tes plus beaux pronostics. Bisous. C'est facile, hein, de partir comme ça et de dire, tu sais quoi, je reviens dans 10 ans, fais-moi un nouveau What the Fun. Il a, parce que vraiment, il va revenir, tout le monde va l'accueillir, tu vois, en 2029. Oh, Raph, c'est nouveau là, formidable et tout. Il aura des sketchs, il fera à nouveau des accents, ça sera terrible. Mais non, c'est difficile de projeter jusqu'à 2029 quand même. 2029, c'est loin. Le What the Fun doit continuer à s'étendre. Moi, j'aimerais bien que le What the Fun rayonne beaucoup plus en Wallonie. Aujourd'hui, il y a vraiment un bouillon bruxellois très intéressant, mais il y a toute une série de salles et de centres culturels qu'il faut pouvoir aller chercher, qu'il faut pouvoir aller atteindre pour venir regarder. On a des humoristes. Ça rejoint aussi pas mal le côté l'humoriste est maintenant un vrai artiste que le centre culturel peut considérer à ce titre-là aussi. Et du coup, moi j'aimerais bien que dans quelques années, il y ait du stand-up dans les centres culturels de Belgique régulièrement aussi. Si ça peut être le What the Fun qui le coordonne, c'est super. J'aimerais bien que le What the Fun se développe en termes de production audiovisuelle aussi. Là, on est très dépendant de subventions. C'est parce que la RTBF a payé les anonymes qu'on a pu les sortir. Si on arrivait à développer plus régulièrement ce genre de produit, peut-être que on pourrait emmagasiner une certaine crédibilité, de pouvoir se permettre de risquer un peu plus, de mettre de l'argent et d'auto-produire certaines choses. Moi, j'ai toujours été la génération Golden Moustache sur YouTube. J'aurais adoré faire un YouTube What the Fun. Je ne sais pas si ça sera réaliste, mais ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, un jour, il faudra qu'il y ait un club What the Fun, je pense. Il faudra un jour qu'il y ait une salle qui se développe. C'est intéressant d'avoir tout ce développement partout, mais comment est-ce que tu fais en tant qu'artiste pour passer des plateaux du What the Fun au TTO ou à d'autres salles professionnelles, quoi. Il faut des endroits comme le Kings of Comedy Club, comme le Comedy Cat, qui sont des petits lieux, des vrais lieux de Comedy Club où tu peux venir rôder un spectacle tranquillement devant 50, 100 personnes et développer ton style. Le marché évolue, il y a de plus en plus de gens qui consomment, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des nouvelles salles qui apparaissent, et moi j'aimerais bien peut-être un jour qu'il y en ait une, que ça soit le What the Fun qui la gère aussi, quoi.
Bah, je te souhaite tout ça, franchement. Je nous souhaite tout ça, parce que des scènes en Wallonie, je dis pas non. Hein, parce que la petite heure de route pour faire une scène, Ah ouais. quand elle se passe bien, pas de souci. Quand elle se passe mal, le petit retour d'une heure Ah ouais, ça doit être triste. est un peu triste. Ok, mais je pense être revenu sur une bonne majorité de ton parcours et de le parcours du What the Fun. Oui. J'ai quelques questions qui ont été posées sur mon Instagram, parce que j'avais demandé qu'on pose des questions au What the Fun. La première question, c'est qui est la future star de l'humour et pourquoi Nikos? Voilà, future star de l'humour. Pourquoi Nikos C'est toujours comme ça. Ça aurait été bien là d'avoir une bonne blague. Hein. Oui. Si tu veux, tu me fais un enregistrement plus tard et je le greffe dans l'épisode. La prochaine star de l'humour, ça peut être Nikos, ça peut être toute une série d'artistes qui sont chez nous, qui tournent de mieux en mieux, qui développent leur spectacle et tout ça. C'est vraiment cool. Je vais dire, c'est pas vraiment ma responsabilité. Moi, je crée des occasions et j'aimerais beaucoup travailler, et je travaille avec Nikos et j'aimerais beaucoup travailler avec la nouvelle star de l'humour aussi. Clin d'œil Nikos, et j'aimerais bien que parce que à nouveau, si c'est des gens qui sortent du What the Fun avec lequel What the Fun travaille, ben ça rend du crédit sur le What the Fun et ça intéresse tout le monde à venir au What the Fun et ça permet d'avoir le spotlight qui passe depuis cette star montante vers les humoristes qui le suivent derrière. Quelqu'un comme Fanny Rueck qu'on a eu la chance de voir à ses débuts et qui vient régulièrement revenir au What the Fun, qui sera là aux 50 humoristes sur une scène, qui vient de temps en temps tester du matériel chez nous. Bah c'est chouette parce que elle revient et les gens qui la connaissent sont surpris de la voir arriver sur scène, c'est trop bien. Au What the Fun, on peut voir des gens qui sont sur France Inter, c'est trop cool quoi. C'est ça qui me plaît, c'est que j'aimerais bien que la star montante, pour l'instant je pense pas que le What the Fun soit capable d'amener les humoristes à ce stade-là à l'international, mais tant qu'on est là pour collaborer avec eux et se développer ensemble, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que s'il y a une star en Belgique qui se développe, elle va devoir mentionner dans son parcours qu'elle est passée par une scène du What the Fun. J'espère. Et j'aurai une photo que je mettrai sur mon site sans son accord. Ça marche. Je tiens à préciser que la question d'avant n'a pas été posée par Nikos, Mais non. mais par Juan. Quel bâtard. Par contre, la question suivante, à quel point votre nouveau community manager est sexy? Et là, bien sûr, c'est votre community manager qui pose la question. C'est PA, bonjour PA. Très belle photo sur ton Instagram dans ton jacuzzi. Oui, donc c'est comme je disais, maintenant j'essaie de m'entourer parce que y a beaucoup de boulot à faire et du coup on a recruté un community manager avec qui on expérimente des choses. Moi, j'ai jamais travaillé avec un community manager. Moi, je faisais la communication du What the Fun seul depuis 1 an. J'étais assez content de ce que je faisais et là quelqu'un qui a fait un petit peu d'études me dit tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et j'essaie un petit peu de voir ce qu'on peut faire avec PA. Pour l'instant ça se passe bien, j'aime bien lui poser des questions compliquées et voir un peu s'il réagit. Il faut mettre plus de posts, moi je trouve PA, je trouve que tu mets moins de posts que moi et je trouve que c'était mieux d'en mettre plus, mais ça c'est mon avis et c'est à toi de décider vu que t'es le CM avec ta carte blanche, mais voilà, je continue de penser ça. Ok. Comme quoi, tu as fait une réponse intéressante sur une question pas ouf. Eddie. Bien joué. Et dernière Je question suis un politicien. posée sur Instagram. Quelle est la définition d'un angle original dans le cadre du stand-up? Oh, waouh, qui c'est qui a posé ça? C'est Yuri Ok. Nawara. Ok. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Je sais pas si je lui ai dit, mais c'est vrai que à force de bouffer du stand-up tout le temps, ce que j'aime, c'est l'angle original, c'est le truc inattendu, c'est le côté en fait où je savais pas qu'on allait partir par là. Quelle est la définition de l'angle original? C'est ça qu'il demande. Mais c'est ça. Ta définition à toi. Ma définition. C'est ça. C'est en fait le plus obvious justement, c'est de dire je vais parler de ce sujet-là et tout le monde se dit ah ok, il va parler de ça, du coup ça va impliquer ceci, cela, et boum, il l'oriente d'une autre manière. Il le regarde d'un autre angle. Il va nous emmener quelque part où on est surpris. Surprendre les gens. C'est facile de faire rire avec des blagues connues, avec des mécaniques connues, avec des trucs de voilà, on en est là, on fait ci, on fait ça. Moi, ce qui me fait savourer, c'est vraiment d'avoir ces gens qui vont dire tiens, en fait, si on regardait ça, mais d'une autre manière. C'est ça. C'est vraiment quand tu parles d'un sujet et que tu vas en faire des blagues, c'est très facile, même pour des gens qui font pas d'humour, de savoir quel est le chemin pour en faire des blagues. L'angle, c'est de partir dans le chemin que personne n'a vu avant. Et l'angle original, c'est ça. C'est prendre ce chemin complètement alternatif pour faire rire.
Et moi, je crois que c'est encore plus fort quand c'est un thème qui a déjà été pas mal exploité Ah oui. et que tu arrives encore à surprendre. Parce que un sujet qui n'a jamais été abordé, si ça existe, bah, d'office, ça va surprendre parce qu'on se dit « Ah ouais, j'avais pas pensé à ce truc-là ». Mais arriver à faire quelque chose de nouveau sur les relations amoureuses, sur les différences hommes-femmes, qui est un peu cliché dans le stand-up, ça c'est fort. Ouais. Quelqu'un qui arrive à faire ça, bravo, parce que il y a 1 million de personnes qui ont réfléchi à la question et qui n'ont pas réussi à avoir cette idée-là. Ouais. Et ça c'est très très fort. J'ai une dernière question avant de passer au name dropping qui te fait un petit peu peur. La question que je pose dans chaque épisode, c'est qu'est-ce que toi tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de travailler dans le milieu de l'humour? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je pense que c'est les gens. Et pour moi, ça veut dire beaucoup parce que je reste initialement un geek. Le monde du stand-up et tout, ça m'a beaucoup plu et tout, mais je suis quelqu'un qui est plus confortable seul à jouer sur son PC que forcément à aller voir des gens. Mais les gens sont cool. En fait, et on a cette chance en Belgique, et je pense qu'il faut accepter que ça sera pas toujours le cas, où on a une communauté, où tout le monde se connaît, où la plupart des gens sont bienveillants les uns avec les autres, la concurrence est présente, la jalousie est présente, l'ego est là, mais on n'est pas encore à se faire des croche-pieds, on n'est pas encore à se faire des équipes, ça va encore, on est encore capable de tous se voir, de tous se parler. Et j'adore les échanges que je peux avoir, particulièrement avec les jeunes artistes qui débutent, qui découvrent un peu ce truc, qui sont à la recherche de feedback, qui après avoir passé une soirée sur scène, pouvoir boire des verres avec les gens et raconter un peu la vie, raconter la vie autour du stand-up, ça pour moi c'est ce que j'aime le plus, c'est les gens avec qui je travaille. Les MC, le travail fou qu'ils font, et toute une série d'humoristes avec qui je peux passer vraiment du bon temps, avec qui je peux vraiment bien me marrer, parler un peu tout de la vie. En ce moment c'est très daron. En tant que jeune papa moi-même, discuter avec PE, discuter avec Funky Fab, discuter avec Étienne ou quoi de la vie de papa, Dave Parker, on devrait avoir un Daron Comedy Club. C'est aussi des expériences de vie qui sont similaires et c'est des gens que j'aurais pas rencontrés et qui sont pas à côté du monde professionnel, parce que c'est des collègues / amis. J'ai tous des vrais amis qui n'ont rien à voir avec l'humour, avec qui je passe du temps formidable, mais là je rencontre des gens super. Je pense que ça c'est le meilleur côté. Le moins bon côté, peut-être il y a 2 choses. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point un travail en tant qu'indépendant, je mets des guillemets, les gens ne les voient pas, donc je le dis, te poursuit tout le temps. C'est très difficile de déconnecter. C'est très difficile de faire une pause. C'est très difficile de passer 2 jours, 1 jour sans regarder son smartphone, sans avoir de notification, sans avoir des messages, sans avoir que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de moi. C'est très difficile de se mettre en pause. Il n'y a pas de week-end. Ça n'existe pas le week-end, ça n'existe plus, alors que dans la vie de consultance informatique, c'était facile de fermer et de dire salut, bye bye, à lundi. Et une autre chose, c'est les déceptions. C'est une vie de projet organisateur. Tu imagines des choses, tu essaies de mettre des choses en place et pour des raisons qui sont indépendantes de ta volonté, des fois même pas méchantes, il y a un truc qui ne s'aligne pas. Voilà, finalement la salle ne veut pas, finalement il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, finalement le public n'est pas présent, finalement et les déceptions sont très difficiles à porter parce que c'est un projet que tu portes, c'est un travail passion et du coup ça fait du mal quand ça marche pas. J'ai déjà foiré des trucs en consultance informatique, t'es déçu de toi mais tu rentres à la maison, bois une bière avec les potes, c'est pas grave. Une déception en termes d'organisation, un problème, même une déception relationnelle avec un humoriste, quelque chose qui s'est pas passé, quelque chose avec lequel tu t'es pas bien entendu avec lui, c'est difficile. Donc, je pense que c'est ça. C'est le relationnel qui tire la machine en avant, mais c'est le relationnel qui des fois fait aussi du mal, parce que tu t'étais mis des idées dans la tête de pouvoir travailler dans tel truc, et ça marche pas comme tu le voulais, quoi. Je te souhaite donc moins de déceptions à l'avenir. Mais le What the Fun est bien lancé, franchement moi je suis confiant. On peut passer au name dropping. Alors je pense qu'il te faudrait un jingle ici. Oui, je trouve aussi. C'est l'interview, name dropping, petit pas. Ouais, je sais. Si des gens sont bons pour faire des jingles ou pour des petites animations ou quoi, n'hésitez pas franchement à proposer. Je serais même content d'avoir un générique pour le podcast, mais c'est quelque chose sur lequel déjà j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Et ici je suis pas très très bon dans tout ça. Donc si quelqu'un veut me proposer quelque chose, franchement je serais super chaud. Ouais. Donc un petit jingle, même un générique de départ, un truc, j'accepterai vos idées avec plaisir. Et bien donc on peut passer à la première étape du name dropping, c'est
Je vais te demander de donner un nom d'humoriste. Tu peux aller dans tous les sens, québécois, français, allemand. Un seul. Un seul, pour chaque catégorie. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré, toi. Je vais aller chercher dans les célébrités, c'est plus intéressant. Des gens... Je trouve que Alex Vizorek est extrêmement sympa. C'est quelqu'un qui maintenant est, tu vois, sur une autre dimension en termes de création et tout ça, en termes de vie professionnelle. Et pourtant, moi, ça m'arrive de lui poser une question sur Messenger et il me répond. C'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un qui est très sympathique et qui... Non, je trouve que Alex, moi, du coup, j'ai fait sa première partie à Rochefort il y a quelques années. J'ai fait des premières parties d'autres artistes, j'ai présenté d'autres artistes à Rochefort. T'es pas toujours bien vu comme la première partie. Il y a des artistes qui en ont rien à foutre de ta gueule. Et il y a des artistes qui, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Machin bidule. Et Alex Vizorek était quelqu'un d'extrêmement sympa. Je vais dire Alex, pour rester dans des gens un peu célébrités. Ok. Bah d'ailleurs, j'ai le même avis sur Alex parce que j'ai été voir son spectacle et je lui ai demandé de participer au podcast. Et donc c'est en préparation, c'est juste que c'est quelqu'un qui est très occupé. Ah oui. Et donc il faut trouver un moment. Mais super gentil, super à l'écoute. Je lui ai déjà envoyé plein de messages, il me répond à chaque fois de façon très, très sympa. Il faut juste trouver un moment parce qu'il est occupé. Mais le fait qu'il soit occupé fait que j'ai envie de l'avoir dans le podcast. Bien sûr. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux. Je continue d'aller dans la célébrité, comme ça je m'embrouille pas dans mon boulot. Daniel Sloss. Ok. Écossais, je pense. Oui, je crois aussi. Qui a un sketch que moi j'adore revoir. Je vais pas aller sur la punch ou quoi, où il parle de sa sœur. Daniel Sloss, c'est quelqu'un qui fait dans l'humour noir, c'est pas typiquement mon humour à la base. Mais comme je le disais plus tôt, l'humour noir, c'est de l'humour extrêmement intelligent. Quand c'est bien fait, c'est bien écrit et tout. Et là, il y a vraiment une maîtrise dans ce sketch-là, tout particulièrement, d'un build-up, de quelque chose de fort et de quelque chose d'extrêmement humain. À nouveau, faire des blagues sur j'ai raté mon bus, ok, ça se fait, c'est bien. Faire des blagues sur le comportement humain, sur les profondeurs des réactions et tout ça, faut aller encore plus loin dans l'intelligence, encore plus loin dans l'écriture. Et pour moi, ce sketch-là est vraiment très fort et je trouve que Daniel Sloss écrit très très bien. Ouais. Mais ce sketch-là en particulier, c'est une des pépites c'est balèze. Du stand-up. Je suis d'accord. L'humoriste qui pour toi joue le mieux? On joue dans le stand-up? Ça dépend. Un Baptiste Le Caplin joue. Ouais, c'est vrai qu'il joue. Il y a des C'est personnes. une blague, je sais qu'on joue dans le stand-up. Ne me fais pas passer pour un con dans ton podcast. Je vais juste laisser ça. Ça et tous les fois. Ça et quand tu te mouches. Ça ou quand je me mouche. Je suis hyper malade, c'est super. Non, je vais les couper tout ça. Je peux dire Jim Carrey? Oui, bien sûr. Oh, moi je veux dire Jim Carrey. Alors, il y a vraiment quelque chose d'incroyable dans. Ouais, je trouve Jim Carrey. Mais j'ai l'impression que c'est un peu outdated, tu vois. C'est pas du tout sur le même. On n'est pas dans la même période, mais Jim Carrey joue incroyablement bien. Bah si, tu peux tout à fait le citer. On a déjà cité des humoristes qui ne sont même plus de ce monde. C'est vrai, très bien. Alors, je choisis Jim Carrey. Il est encore là, il s'est pas encore suicidé. Donc, Alors, tristesse. Il est beaucoup fou. Il est beaucoup fou, mais il est très beau. C'est triste que son dernier film, parce qu'il a arrêté sa carrière, c'est triste que son dernier film, ça soit Sonic 2. C'est vrai que finir sur Sonic 2. Il aurait pu finir sur autre chose, quoi, tu vois. Bon, après, on va voir. Ou alors il s'est dit, je vais peut-être finir, et il a reçu le script de Sonic 3 et il a dit non, j'arrête. Peut-être. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Gad Elmaleh. Je continue de répéter à nouveau que voler des blagues, c'est mal, que ce qu'il a fait n'est pas correct et qu'il a construit une carrière sur des choses qui ne sont pas correctes. Je ne rentre pas dans le débat là-dessus. Je dis juste qu'il a eu un impact très fort sur moi et que c'est son côté showman qui, pour moi, m'a convaincu de l'intérêt de monter sur scène et de voir de la scène. Donc ça reste quelqu'un qui a un énorme impact sur moi, que j'ai été voir au Kings of Comedy Club quand il est passé là-bas, je pouvais pas manquer ça, qui, voilà, à côté, la personne elle-même et tout ça, je ne m'aventure pas là-dessus, mais il a eu un fort impact sur mon appréciation du spectacle vivant. Ouais, bah je suis d'accord, parce que moi je pense que il y aurait pas ce podcast-ci si il y avait T'es pas jamais en désaccord avec personne, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un moment où vraiment t'as dit genre « Ah non, c'est une idée de merde en fait ce truc-là ». Non, non. Ouais, ça m'arrive, mais après la personne demande que je coupe ce passage. Non, mais généralement, c'est vrai que les invités que je reçois, c'est des gens avec lesquels je suis assez d'accord dans leur façon de voir les choses et
on a une sensibilité partagée, je pense. C'est aussi pour ça que je reçois que des gens et que j'aime beaucoup ce qu'ils font et que j'aime bien la personne, parce que je pense que j'aurais beaucoup de mal à poser des questions à quelqu'un que je n'aime pas ce qu'il fait sur scène, avec lequel je suis pas d'accord. Après, ça pourrait être intéressant à écouter, mais c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc c'est vrai que je suis souvent d'accord avec les gens que je reçois, ça c'est vrai. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Lisa Delmoitier. Quand tantôt tu me demandais, tiens voilà, est-ce qu'il y a des humoristes qui ont sorti quelque chose du confinement, je sais pas si c'est ça qui s'est passé chez elle, mais depuis il y a une évolution dans le texte. Lisa a toujours très bien écrit, mais je trouve qu'il y a des vannes chez elle qui sont incroyables, et sur cette saison-ci particulièrement, elle est passée de c'est une humoriste dans le tas à c'est clairement une des plus balèzes dans le tas, quoi. Moi je trouve que elle m'a énormément surpris dans le bon sens du terme, j'imagine que c'est ça la question. Oui. Un humoriste qui t'a surpris qui est vraiment naze. Ah non, c'est pas ça. Non, donc Lisa Desmoitiers. Ok, ben j'en profite pour dire que son spectacle se joue le 30 juin au Kings of Comedy Club. Allez le voir, et il y a aussi un épisode avec elle et Lucas Cosco que je trouve assez chouette à écouter. Mais est-ce que je suis objectif? Pas du tout. Elle joue aussi à Avignon pendant le mois. Moi aussi je vais ma promo. Venez en juillet la voir à Avignon, lesbelgesavignon.be. Maintenant je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Ça y est, ça c'est la partie qui va être dure. Et donc tu dois choisir entre deux humoristes et me dire lequel des deux te fait le plus rire. J'ai droit à combien de jokers? Ok. Donc c'est celui qui fait le plus rire. Le plus de rire. Celui qui te provoque le plus de rire. D'accord. Sur scène. Sur scène. Sur scène uniquement. On est dans sur scène, pas dans la vie. Uniquement sur scène. J'ai commencé par des internationaux, je me rapproche après du What the Fun, bien entendu. Entre Bo Burnham et Louis C.K. Bo Burnham. Là, j'ai pas d'hésitation. J'aime beaucoup Louis C.K. Sur scène. Faut rajouter le sur scène, c'est très important. Mais Bo Burnham est pour moi un génie. Et c'est ça, à mon avis, que tu as été recherché dans les cartes précédentes. Bo Burnham, c'est vraiment quelqu'un qui, justement, trouve des angles, trouve des trucs vraiment très originaux dans la création. Il y a ce côté aussi musical qui est très balèze. Tu sens que la musique lui vient facilement et tout. Je viens de regarder des Inside Outtakes, ce qu'il a sorti sur YouTube, des extraits. Faut un peu trier. Il y a pas mal de brôles, mais il y a de nouveau des trucs qui sont géniaux, et je trouve que... ouais. Pour moi, là, c'est vraiment le sens du génie, de l'angle, de la création, de quelqu'un qui sort des codes, qui fait des trucs incroyables. Donc, Bo Burnham, 200%. Ok. Entre Thomas Wiesel et... T'as pas dit je suis d'accord, tiens, sur celle-là. Là-dessus, je me prononce moins sur le choix, mais moi, j'aurais dit Louis C.K., mais au niveau de la scène, parce que Louis C.K., il y a juste le spectacle Hilarious, qui est peut-être le meilleur spectacle du monde. Je sais pas. Je ne peux pas... difficilement, on pourra battre Louis C.K. sur scène, je pense. Entre Thomas Wiesel et Guillermo Guise. Fou. Waouh. Ah, là, elle est bien, celle-là. Oh, c'est dur. Je crois que je vais aller sur... Thomas Wiesel. Je vais aller sur Thomas Wiesel... parce que j'aime bien son regard politique. J'aime bien un peu ce côté cynique politique, ce qui va amener un peu dans le... J'apprécie énormément ces techniques de joke. Je vois où il va. Il y a un côté très... les news de Saturday Night Live, tu vois, c'est des blagues qui sont très précises, qui ont énormément de référents actualité et tout ça, que je trouve qu'il savoure un peu régulièrement. C'est quelqu'un qui écrit énormément, que tu peux continuellement suivre. C'est un peu un snack régulier que tu consommes, Thomas Wiesel. J'aime beaucoup Guillermo Guise. Qui n'aime pas Guillermo Guise, il y a quelque chose de très fort sur scène et tout ça, mais c'est vrai que je pense que personnellement, moi, je connecte un rien plus avec l'humour de Thomas Wiesel. Tu vois, je me prononce pas. Allez, je vais me prononcer aussi, comme ça je me mouille un peu. Moi, je dirais Guillermo Guise, mais parce que moi, je suis une bille en actualité. Ah voilà, c'est peut-être ça. Donc je pense qu'il y a des vannes qui me passent à côté. Je suis quelqu'un d'extrêmement culturé, donc... Voilà, c'est ça. Que moi, pas du tout. Sauf s'il commence à faire des blagues très précises sur le stand-up, là, je fais « Ah, trop bien !» C'est ça qui est magique avec Thomas Wiesel, c'est qu'il va faire des blagues sur le stand-up de ce soir. Oui. Tu vois, il monte sur scène en dernier, il a une joke sur chacun des humoristes qui est passé avant lui. Je trouve ça formidable, ça. Ouais, parce qu'il écrit jusqu'à la dernière minute.
Mais du coup, ouais, plus Guillermo Guise par rapport à ça. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, Thomas Wiesel, c'est la personne qui me fait le plus rire avec l'actualité. C'est incroyable ce qu'il arrive à sortir et quel travail tout le temps. Ensuite, entre Jason Brokers et Yacine Bellous. Yacine Bellous. Je suis un fan de... Ah non, parce que tu parles sur scène. T'es un fan des chaussettes? Ouais, je suis un fan des chaussettes. Je suis un fan de la personne aussi. Yacine est quelqu'un de super sympa. Donc on l'a eu sur les Anonymes. Hein. Jason Brokers, on l'a eu sur Stand Up Sans Frontières, où il est venu, très, très, très sympathique aussi. Mais sur les Anonymes, il y avait vraiment Yacine, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe, très intéressé, qu'est-ce que vous faites, machin. Je pense que je prendrais quand même Yacine Bellous, le côté plus absurde, plus surprenant. Oui, je reste sur Yacine. Bon, maintenant que je t'ai mis un peu plus à l'aise, on va y aller directement sur le What the Fun. Entre Gaëtan Delferrière et Florent Lawson. Non. C'est dur. Non, celle-là, elle est vraiment dure. Rire diabolique. C'est à ce moment-là que j'achète un connard que tu compiles pour tes extraits préférés, c'est ça? C'est ça. À tout moment, vas-y. Mais les deux sont magiques sur scène. Moi, j'adore les deux. Florent a quelque chose de très désabusé, lâché, quand il est vraiment dans son sketch à fond, les changements de rythme qu'il fait, la sympathie publique qu'il crée, tu le suis, et comme tu connais son sketch par cœur, tu sais où ça va aller, et j'adore ce qu'il fait. Gaëtan a une dynamique qui est vraiment la sienne, ça c'est aussi très fort. Son côté absurde est bien maîtrisé, il emmène les gens avec ses gueulades en plein milieu des trucs, ses énervements. Oh là 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 là. Allez, je vais dire Gaëtan Delferrière parce qu'il écrit plus souvent. Je vais juste dire ça comme ça parce que j'adore vraiment autant les deux sur scène, mais je vais plus souvent rire chez Gaëtan parce que plus souvent je vais découvrir quelque chose. Que Florent, je vais rire, mais je connais un peu plus le matériel. Donc Florent travaille un petit peu plus et alors j'aurais peut-être pu te citer. C'est dur. Entre Dena et PE. C'est pas pour me faire des amis, c'est ça. Non. Oh là, Dena et PE. Faut vraiment que j'arrive à voir sur scène, parce que vraiment, j'ai des relations avec ces gens-là. Je vous aime, hein. Si tu veux éviter les problèmes, PE écoute le podcast, Dena pas. PE 200%. PE tout le temps. Je sais pas, parce que tous les deux ont un côté très chaud, quoi, tu vois. Il y a un côté très mise en spectacle, il y a un côté très facile sur l'interaction publique, ils vont facilement chercher les gens, et les retourner. C'est dur. Je n'ai toujours pas vu le spectacle de Dena. Ça c'est un grand échec pour moi. J'ai toujours pas vu le spectacle de Dena, qui apparemment retourne le monde et tout. J'ai vu le spectacle de PE qui est super. Donc il y a peut-être un biais de ce côté-là, quoi. Ça peut être ta porte de sortie. Ça peut être ma porte de sortie, hein, ça c'est sûr. Je vais prendre la porte A, Régis. Je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre PE parce que j'ai vu son spectacle en entier, qui est super cool dans l'interaction et tout. Je trouve ça. Et je vais laisser la porte de sortie à dire que quand j'aurai vu le spectacle de Dena, peut-être je dirai Dena. Et comme ça me force encore à aller le voir. C'est débile que je l'ai pas encore vu celui-là. Franchement, c'est con. Entre Émilie Krohn et Fanny Ruet. Émilie Krohn et moi, on a souvent eu les mêmes regards, les mêmes approches. J'ai pas écrit les textes que j'aurais voulu écrire et tout, et je vais pas dire que... Mais j'aimais beaucoup les axes d'Émilie parce que je m'y retrouvais beaucoup. C'est des trucs que j'aurais aimé écrire, que j'aurais aimé explorer et tout. C'est proche de ce que moi j'aime bien mettre sur scène. Mais je pense qu'il y a quand même un level au-dessus de T'as vu le suspense que je build? Il y a quand même un level au-dessus de Fanny Ruet qui a plus de travail, qui a plus de scènes derrière elle et tout ça, et qui rend le truc plus maîtrisé. Ouais, je veux dire Fanny Ruet qui est quand même... Là aussi, il y a toujours du nouveau, tu vois. Tu vas voir Fanny Ruet, il y a toujours des nouvelles jokes, il y a toujours des nouveaux trucs. Et même quand ça foire, c'est hyper drôle, quoi, tu vois. Quand elle rate une blague ou quoi, Fanny Ruet, je mets Fanny Ruet. Entre Nikos et Lorenzo Mancini. Qui sont tous les deux à Avignon. Tous les deux à Avignon, à aller voir en juillet. N'hésitez pas si vous êtes de passage. Les Belges à Avignon.be. Les Belges à Avignon.be. Et après cette page de pub, Nikos. Je mets Nikos parce que il y a de nouveau ce côté showman. Il envoie une énergie, il envoie une patate. Il y a de l'interaction publique qui est mieux maîtrisée. Il y a quelque chose de très fort dans l'énergie.
Le texte de Lorenzo est vachement abouti. Il y a vraiment des trucs... tu savoures ça, tu vois, mais tu vas apprécier le spectacle de Lorenzo d'une autre manière que celui de Nikos, quoi. Je trouve que Nikos... Ouais, l'énergie. Moi, je suis très dans le showman, et du coup, je pense que je choisis Nikos parce que plus showman. Ok. Et dernier choix, qui est le plus drôle entre Raph et Rudy? Ah, Rudy, il n'y a pas d'hésitation. Qui est le plus drôle? De nouveau sur scène. Oui. Ça dépend, est-ce que les accents sont permis ou pas? Parce que je trouve qu'il faudrait plus permettre ce genre de choses, mais en Wallonie, je pense que ça marcherait très très bien la carrière de Raph, donc à voir, quoi, tu vois. Non, c'est difficile à dire maintenant, c'est difficile à dire aujourd'hui, le temps a passé, on n'est plus sur scène, il n'y a plus la même chose. Moi, je suis très fier de ce que je fais à mon petit niveau, j'aime bien, je fais mes blagues. J'avais écrit tout un nouveau truc sur Excel qui a fonctionné, donc je suis assez content. Je trouve que j'ai trouvé une identité un petit peu plus proche de ce que je fais plutôt que faire du stand-up, tu vois. Qu'est-ce qui fait que Rudy? Mais j'écris beaucoup moins que Raph. Du coup, je me plante moins souvent que lui. C'est une joke, c'est une attaque. Ouais, bah. Moi je réagis pas, je veux pas de problème avec personne. Ah mais je viens de penser à un choix, parce que je veux voir comment tu vas te dépatouiller. Oh, mais t'en avais déjà assez, moi j'étais content, j'étais sorti là. Et je veux voir comment tu vas te dépatouiller avec ça, entre N'attendra pas et moi. Sur scène? Oui, pour arriver à ne pas me vexer alors que je suis juste devant toi. Je vais dire showman, n'attendra pas. Nathan il monte, il y a des trucs, c'est des fois un peu déconstruit, c'est des fois un peu il y a du nettoyage à faire. À nouveau, toi t'es beaucoup plus dans un texte qui est maîtrisé, t'es plus Lorenzo Mancini, il est plus Nikos. Moi j'ai surtout sur un plateau, je trouve qu'il faut de deux et tout, mais celui qui va venir paf y aller, ramener les gens, monter le truc. Nathan va avoir plus mon intérêt que toi, quoi. Toi je vais peut-être me dire ah putain cette blague là de Régis elle était trop bien, mais je vais me dire ah le passage de Nathan était trop cool parce qu'il a mis une énergie, il a mis quelque chose, quoi, tu vois. Mais quel pro dans la communication. Ah, dis. T'as réussi à répondre sans me vexer. Et sans temps de pause, il n'y a pas eu d'édite à ce moment-là. Incroyable, franchement balèze. Et je finis toujours avec la même question. Qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Est-ce que ce serait pas logique d'aller chercher Jimmy Vandal? Parce que si je vois t'as fait Kouz, Bilal, moi, Jimmy, pour continuer un peu la suite de ceux qui organisent à Bruxelles, quoi. Je l'envisage de plus en plus. Je pense que c'est en dernier avec qui j'ai parlé parce que je pense que c'est celui avec qui j'ai eu le moins de contact. Ouais, peut-être, ouais. Donc je le connais moins personnellement, donc j'ai plus de mal à aller vers lui. Mais je pense que c'est vraiment intéressant et j'allais le contacter pour juillet pour le faire. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce choix. Encore une fois, j'acquiesce à ce que tu dis. Je peux être dans le mode de fun. Je peux encore jouer. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris le temps, de m'avoir invité chez toi, de m'avoir présenté à ce magnifique chien qui dort à côté de moi. Ouais, c'est Angel, un Overwart. Et regardez cette race, elle n'existe pas, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et merci à tous les auditeurs d'avoir écouté. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en message privé, dans la rue, si vous voulez, mais il y a moins de gens qui vont vous répondre à mon avis. Ouais. Et dites-moi si ça allait ma voix parce que j'ai le nez bouché. Voilà. Merci beaucoup. Salut!